Reflet d'ici, rétrospective 2021 est une présentation de la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. 2022 a été riche en actualités. Revoyez les reportages et les entrevues marquantes de l'année de la TVCGR dans cette dernière partie du Reflet d'ici, rétrospective 2021. Aire ouverte, un nouveau lieu de service et réseau de services intégrés pour les jeunes de 12 à 25 ans, a été officiellement lancé le 9 juillet dernier à Grande-Rivière. Voici ce que je vous avais présenté. Plusieurs établissements Aire ouverte ont amorcé leur implantation partout au Québec et celui de Grande-Rivière a été lancé le 9 juillet dernier. C'est un lieu de service et un réseau de services intégrés qui a été élaboré en collaboration avec les jeunes du milieu. Ils pourront ainsi recevoir du soutien sur un large éventail de préoccupations qui touchent l'ensemble des sphères de la vie. Lionel Carman, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, nous en dit davantage. Aire ouverte, c'est un projet pour les jeunes, par les jeunes, un coup de cœur quand je suis arrivé au ministère de la Santé et des services sociaux, qui sert vraiment à intégrer les services en santé mentale et en santé physique, surtout sexuelle, pour les 12 à 25 ans. Des sujets qui étaient souvent tabous et qui, dans un milieu vraiment très adapté aux jeunes, avec des intervenants qui ont à cœur les services pour les jeunes, les services peuvent être donnés sur place dans un milieu qu'ils aiment et que j'ai pu voir ce matin est adapté également à leur horaire particulier. Moi, en 2019, on a organisé un forum santé mentale des jeunes. Tous les jeunes nous ont dit une chose, quand on a besoin de services et qu'on frappe à une porte fermée, oubliez ça. Puis ce que le modèle montre aujourd'hui, ce que les intervenants m'ont montré, la souplesse dans l'horaire, le site qui a été choisi, tout ça c'est favorable à la participation active de nos jeunes. Comme le souligne Richard Loisel, président du conseil d'administration du CI3S de la Gaspésie, un projet comme celui d'Aire ouverte ne serait pas possible sans la collaboration avec différents organismes. Permettez-moi ici de souligner l'implication et la collaboration de la Ville de Grande-Rivière, du conseil municipal guidé par son dynamique maire, M. Cyr, son directeur général, M. Moreau, et de toute son équipe. Monsieur le maire, il faut le mentionner, mais vous êtes et vous serez un facteur de succès dans la réalisation de ce projet-là, comme d'autres projets, celui de la vaccination, dans lequel nous sommes actuellement dans le site par excellence, alors qui pourrait faire exemple pour l'ensemble du Québec. On sera humble, mais on est fiers de dire que c'est probablement le plus beau site, le mieux organisé, le plus fonctionnel et le plus performant. J'ai dit, nous serons humbles. Évidemment, permettez-moi aussi de dire que la nécessaire collaboration, elle est importante, elle est stratégique. S'il n'y a pas cette collaboration-là, s'il n'y a pas cette coopération-là, s'il n'y a pas ce partenariat-là entre les différents organismes, des projets comme celui d'Aire ouverte ne sont pas possibles. Alors, permettez-moi, à titre d'exemple, de souligner la collaboration pour le projet Aire ouverte du Carrefour Jeunesse Emploi, de la Sûreté du Québec, des écoles et de bien d'autres organisations. J'en vois ici présent ce matin. Alors, merci de collaborer, merci d'avoir cette ouverture-là et d'avoir cette implication-là. Aire ouverte vient combler un manque de services pour les jeunes, comme le souligne le Dr Yves Bonnier-Vigé, directeur de santé publique de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Aire ouverte est une illustration très, très concrète de la volonté du réseau de la santé et des services sociaux d'offrir des services alternatifs à ceux qui ne fréquentent pas l'institution telle qu'elle est actuelle. Et en particulier pour nos jeunes, ça peut être intimidant d'aller chercher des services parfois quand on est en situation de vulnérabilité dans une structure qui est très rigide, malheureusement, comme il est devenu souvent notre réseau de la santé et des services sociaux. En santé publique, un des services qu'on offre, c'est un service de promotion de la santé et du bien-être. Et ce service-là est basé sur des piliers, 5 piliers, qui est d'augmenter la capacité d'agir, ce qu'on dit en anglais, l'empowerment,
La capacité d'agir des communautés, mais la capacité d'agir des personnes, créer des environnements favorables, avoir des politiques publiques favorables à la santé et au bien-être, et puis avoir un système de santé qui s'adapte. Or, Aire ouverte est justement pile dans le mille de la promotion de la santé, parce que tous ces critères-là sont rencontrés dans Aire ouverte. C'est un peu une révolution à l'intérieur d'une grande structure comme le réseau de la santé et des services sociaux. Et je pense que c'est important, c'est un trait historique qu'on va regarder longtemps et qui risque d'influencer nos autres services aussi. L'équipe en place est composée de 3 intervenants et il est prévu qu'une unité mobile permette à l'équipe d'Aire ouverte de Grande-Rivière d'aller à la rencontre des jeunes qui se trouvent dans des secteurs plus éloignés. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière. DevOcéan, qui développe des solutions technologiques dans le domaine maritime, travaille au développement d'une technologie de pêche sans cordage. J'avais rencontré les 4 cofondateurs de l'entreprise pour nous en parler davantage. Le projet de la pêche au casier sans cordage, est-ce que ça vous est venu par l'apparition des premières baleines noires là, il y a quelques années dans la baie ici, là, qui ont causé quelques soucis à la pêche? Mais c'est certain qu'on en a entendu parler, mais c'est vraiment dans le cadre d'un stage en recherche. Il y a Renaud ici à côté de moi qui a entendu une présentation de Mérinov, qui était un partenaire à l'époque à l'Université de Sherbrooke. Puis, ils ont présenté la problématique là, des engins de pêche, des baleines et tout. Nous, de notre côté, ça nous a vraiment allumé. Puis on a démarré un projet scolaire avec ça au départ. Quand on s'est rendu compte, on a continué de fouiller là-dedans quand on s'est rendu compte de l'impact que ça avait non seulement pour les baleines, mais aussi pour les pêcheurs de crabes et l'économie en fait côtière. On a vraiment décidé de pousser plus loin puis d'utiliser notre formation qu'on continue en fait en ce moment en ingénierie pour essayer d'amener ça à l'industrie. C'est vraiment là qu'on a décidé d'incorporer la compagnie puis de démarrer en fait ce qu'on appelle aujourd'hui DevOcéan. Par la suite, j'ai un petit blanc où est-ce que je m'en allais avec ça. Mais on a fondé DevOcéan en fait en ayant comme valeur de vraiment pouvoir protéger les écosystèmes marins, puis aussi d'améliorer les conditions de travail dans l'industrie maritime. C'est vraiment l'engagement qu'on a pris, le groupe de 4 personnes ici, d'avoir un impact environnemental et aussi social positif, puis vraiment là, d'investir notre temps pour améliorer tout ce qui est le travail dans l'industrie maritime. Pour nous, c'est vraiment important. Là, on a comme valeur de la collaboration, donc de travailler avec des gens du milieu, particulièrement des pêcheurs dans ce qu'on fait présentement. C'est vraiment important de travailler avec eux. C'est eux qui comprennent la problématique, c'est eux qui travaillent avec des systèmes comme ça, c'est eux qui ont les connaissances. On veut aussi, là, de notre côté, fabriquer des choses qui sont éco-responsables, donc du développement durable. On ne veut pas seulement fabriquer quelque chose qui est à court terme, on veut quelque chose qui va fonctionner à long terme. Pour nous aussi, c'est important d'agir vite quand on voit des problématiques comme la pêche au crabe, l'empêtrement des baleines. On doit vraiment agir rapidement pour proposer une solution là, qui va permettre la cohabitation fonctionnelle. Puis finalement, la dernière valeur, c'est vraiment la fiabilité des systèmes, la durabilité des systèmes. Quand on parle justement des industries maritimes, c'est des conditions de travail extrêmement difficiles, des conditions, des tempêtes, l'eau salée, etc. Donc, produire des systèmes qui sont extrêmement fiables, qui sont extrêmement durables, c'est important pour nous. Puis bon, comme on le parlait un peu au début, le premier projet qu'on travaille, c'est vraiment la problématique de l'empêtrement des baleines noires dans le Golfe ici. Là, ça a été une grosse problématique, principalement en 2017. Il y a eu énormément de pression internationale. Il y a le pays aussi qui veut conserver l'espèce. Malheureusement, ceux qui subissent le plus les conséquences, c'est vraiment les pêcheurs de crabes. On se rend compte qu'il y a des pêcheurs de crabes, même d'homards, de plus en plus, là, avec les dernières nouvelles qui sont sorties aux îles. On se rend compte qu'il y a qui ont des grosses répercussions. Là, ils doivent souvent rebrousser chemin, aller déplacer des casiers après l'annonce de fermeture. Ils doivent... les saisons, en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'ils vont sortir plus souvent. Il va y avoir plus de dépenses. Puis au final, certains vont même laisser du quota à l'eau. Donc on parle de plusieurs pertes monétaires. Donc de notre côté, ce qu'on a décidé, c'est de fabriquer, de créer en fait un équipement qui permettrait la cohabitation entre les pêcheurs et les baleines. Ce qu'on appelle un peu partout là, de la pêche sans cordage.
Le système qu'on développe actuellement, il va être utilisé, ça va être un ajout au système de pêche conventionnel. Donc, on va apporter la bouée d'Evocéan qui va être coulée avec le casier dans le fond de la mer. Et puis, il va attendre là, de 24 à 96 heures la durée de la pêche jusqu'à ce que le pêcheur revienne puis envoie une clé acoustique unique. Donc, les clés acoustiques vont être actuellement séparées, une pour chaque bouée. Et puis, lorsque la bouée va reconnaître sa clé acoustique, elle va remonter à la surface, puis permettre là, aux pêcheurs de remonter les cages à crabes comme ils le font actuellement. Et puis, une des missions vraiment qu'on se donne à cœur, c'est que l'utilisation du système, en fait, n'implique aucun ajout de temps ni de complexité d'utilisation pour le pêcheur. Donc, on parle, là, le pêcheur va arriver, puis ça va être complètement transparent pour lui. La bouée va être à la surface, elle va se rembobiner et se réenclencher automatiquement pour être prête à être remise à l'eau dès que la cage à crabe est rendue sur le bateau. Puis, le produit, avez-vous un échéancier pour un produit de test qui va être vraiment testé dans les eaux gaspésiennes? Oui, c'est certain. Là, en fait, on est rendu à notre 3e version de prototype. Donc, pendant l'été, là, on va tester cette version-là. On va aussi intégrer tout ce qui est de communication acoustique parce que le développement est tout fait à l'interne chez Devocéan. Donc, l'intégration de tout ça va être testée en mer à la fin de l'été. Ce qui va nous amener là, à revenir à la saison prochaine. Donc, on parle de 2022, là, printemps 2022, de tomber en mer sur les bateaux avec nos partenaires. Donc, pour tester vraiment ce qu'on appelle le MVP, là, le Minimum Viable Product, qui est le premier produit qui va pouvoir convenir aux besoins là, des pêcheurs. Avez-vous eu des contacts avec des pêcheurs? Comment ils trouvent l'idée de votre produit? Oui, c'est certain que, en fait, c'est partagé. La solution de base, elle est partagée, puisque beaucoup déjà trouvent que, en fait, les baleines, il y a des endroits où les baleines ne vont pas, ou en tout cas, les mesures. Comment je pourrais dire? Les mesures actuelles sont plus ou moins adaptées, selon certains. Par contre, on a une grande ouverture de plusieurs pêcheurs. Donc, on a Daniel Desbois, on a René Cyr, on a du soutien de l'Association des crabiers gaspésiens pour tester, pour aller prouver le produit. Puis, en fait, ce qu'on se fait dire souvent, c'est que vaut mieux qu'on développe avec les pêcheurs. Donc, pour arriver à quelque chose qui va être adapté pour tout le monde. En fait, Carl-Philippe et moi, on est allés justement vivre l'expérience de la pêche au crabe pour vraiment comprendre absolument les enjeux qui vont se passer sur un bateau de pêche. Donc, encore une fois, merci à Daniel Desbois. On a passé un 7 jours avec lui en mer. Par rapport à ça, puis c'est aussi, avec nos recherches qu'on a fait, on s'est rendu compte que ça fait des années qu'ils optimisent leur technique, qu'ils travaillent pour être de plus en plus efficaces, que ça est de plus en plus sécuritaire et tout. Donc, arriver avec des produits comme ça, c'est tout le temps un peu dérangeant, c'est tout le temps difficile pour eux. Puis ça, on le comprend très bien. C'est la raison aussi principale pourquoi on travaille avec des pêcheurs, puis on va travailler avec encore plus de pêcheurs pour s'assurer que le produit va être le mieux adapté possible. Au final, oui, c'est pour protéger les baleines, mais c'est aussi eux qui vont l'utiliser. Puis nous, notre objectif, c'est vraiment de rendre ce produit-là non seulement adapté, sécuritaire pour l'utilisation avec les baleines, mais aussi plus sécuritaire, plus adapté à la pêche au crabe. Quelque chose qu'on pourrait ajouter, qu'on aurait oublié? C'est certain que le produit, comme je mentionnais, va être non seulement adapté pour une cohabitation avec les baleines, mais a aussi des valeurs ajoutées. En fait, ça va être un système là, où nous, on gère complètement la corde avec le système, donc il va être idéalement plus facile à manipuler, plus sécuritaire aussi sur le bateau. Moins de risque, en fait, de se prendre le pied lorsqu'on vient lancer la cage à l'eau, puis d'être entraîné avec elle en mer. Puis, un autre avantage du système, c'est étant donné que ça prend une clé acoustique unique pour le déployer, il y a seulement le propriétaire qui va pouvoir déployer son système, donc c'est impossible pour un autre d'y avoir accès. Devocéan, c'est une entreprise de Sherbrooke, mais vous voulez vous implanter ici dans la région?
On a fait plusieurs voyages là, ici en Gaspésie. On a été bien contents d'être supportés par des pêcheurs, dont Daniel Desbois, l'Association des crabiers gaspésiens. On a été bien reçus là, par la MRC du Rocher-Percé, par l'équipe de Mérinov aussi. Donc, ils nous ont fait des places dans leurs bureaux, dans leurs ateliers aussi. En quelque sorte, là, en fait, on fait comme une version bêta du hub d'innovation qu'ils sont en train de monter. Donc, ça nous permet, pour nous, c'est exceptionnellement bénéfique là, parce que ça nous permet, on est arrivé ici à 6 personnes de l'Université de Sherbrooke. Là, on travaille à temps plein tout l'été pour développer le produit, pour développer le marché aussi. Puis on sait très bien que sans être ici sur les lieux de la pêche avec les pêcheurs qui nous disent ce qui marche pas, ce qui marche bien. Donc on a des commentaires, des rétroactions qui sont très précieux. Puis c'est ça qui va nous permettre d'avancer, puis qu'on pense d'apporter un produit sur le marché assez rapidement, puis qui va convenir aux besoins. Là. Donc, on voudrait aussi remercier un peu tout le travail de Place aux Jeunes, principalement Stéphanie Roy qui nous a aidé énormément. En fait, là, tout le monde le sait, je pense que c'est pas facile de venir s'installer en Gaspésie. En ce moment, il y a des pénuries de logements et tout, puis c'est grâce à elle qu'on est capable de venir passer justement des saisons comme ça ici pour développer le produit sur le bord là, une des plus belles régions du Canada, avec la pêche là, qui est active ici, puis proche là, de nos partenaires, puis de nos futurs clients. C'est mon action. Benoît Brière, comédien et auteur de théâtre, a réalisé son tout premier court-métrage qui avait été présenté au Festival de cinéma et d'art Les Perséides. J'avais eu l'occasion de le rencontrer pour discuter de son film et de son implication dans le festival. Alors, Benoît Brière, bonjour. Salut, salut. Vous allez bien? Très bien, merci. De même? Oui, merci. Fait assez beau? Ouais. Ah, là, il fait une petite fraîche, là. Toi, il est en Bermuda, chose. T'es habitué, toi? Ouais. Ben, moi, tu vois, j'ai sorti une petite laine, quand même. Mais bon. Mais il fait beau, en tabarnouche. Donc, en ce moment, c'est l'ouverture du Festival des Perséides à Percé, oui, absolument. C'est la grande ouverture, là. Oui, et soir. Vous êtes le président d'honneur. Oui, en fait, je suis l'invité d'honneur et président du jury. C'est une drôle d'histoire. C'est une très drôle d'histoire parce que je me suis commis à la réalisation d'un court-métrage et puis le distributeur du film, en l'occurrence Film Option International, me dit « Écoute, les Perséides sont intéressés à voir ton film. » Ah, parfait, c'est formidable. Je regarde dans mon agenda et comme je suis en train de faire la tournée de Brou, la nouvelle administration, avec Martin Drainville, Luc Guérin, on est en plein trou dans l'agenda. Je dis, hey, je pourrais y aller. Ça sera le fun d'aller à Percé. Je vais aller présenter mon film. Moi, y aller pour le fun. La minute qu'ils ont su ça, ils ont dit, ah, ben si tu viens, ça te tente-tu d'être membre du jury? Jamais fait ça. C'est une première pour moi. Parfait, allons-y, avec bonheur. J'arrive ici, on me dit, tu es l'invité d'honneur et le président du jury. C'est parfait. Tout ça est parfait. Alors, tout ça, c'est enligné. Alors, me voilà du président du jury des Perséides. Puis c'est vraiment un honneur parce que c'est un Christi de beau festival avec des gens extrêmement dynamiques. Puis j'ai hâte vraiment de me farcir les films qui sont en compétition parce que ce sont toutes des premières, hein, ce qui a trait à ces films-là. D'une certaine façon, c'est la première fois que le grand public aura accès à ces films-là. Fait que j'ai bien hâte à cette expérience-là, là, à Percé en plus. À l'hôpital, quand les internes me demandaient « En quelle heure ça s'arrête, les coliques? » Je disais « Bientôt, j'espère, mon fils, il y a 50 ans. Je chiale encore. » Parlant de première, vous en avez fait allusion au début. Oui. Vous êtes réalisateur d'un film, la première fois d'ailleurs. Oui. Et j'espère pas la dernière. Mais ça, c'est l'avenir qui me le dira. Parce que vous avez aimé l'expérience? Ah, adoré. Mais je te dirais, j'ai toujours su que j'avais envie de faire ça éventuellement. Pas changer de carrière, c'est juste pour moi une nouvelle couleur à ma palette de peintre. Tu comprends? J'ai fait de la mise en scène de théâtre, j'ai fait de la mise en scène d'opéra. Ce qui m'intéresse, c'est la direction d'acteur, c'est le jeu, c'est la façon d'orchestrer la manière qu'on va raconter une histoire. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je fais beaucoup de théâtre. Puis, j'étais sûr qu'un jour, je viendrais là. Dans quel projet? Ça, je ne le savais pas. La pandémie
a permis qu'on avait de l'équipement, des acteurs disponibles, et que ce scénario-là, qui a été écrit par Jean-François Chicoine, l'éminent pédiatre, très médiatisé, Jean-François Chicoine, qui, par accident dans la vie, grand cinéphile professionnel, il les a toutes vues, fatigant. Tu sais, ce genre de gars qui les a toutes vues, puis il peut te nommer tous les noms de réalisateurs, puis du directeur photo, puis du craft de chacun des films. Alors, lui a participé aux 4 derniers longs métrages de André Forcier, à titre de consultant ou de script éditeur. Alors, l'écriture cinématographique, il connaît ça un peu quand même, tu sais. Puis en plus, il a écrit moult livres sur la pédiatrie. Donc, c'est un gars qui écrit beaucoup. Il vient souper chez nous, c'est un ami. Noël 2015. Il me raconte une histoire avec son père, une anecdote qui s'est passée. Et c'est tellement beau comme histoire que je lui dis, mais ça serait tellement le sujet d'un court-métrage foudroyant. J'ai dit, tu vas aller écrire ça. Tu sais, on avait bu un peu de vin. Bon, j'ai dit, tu vas aller écrire ça. Puis il me dit, très bien, je vais aller écrire ça à une condition, tu me joues moi, puisque ça va être un film autobiographique, tu me joues moi, puis tu le réalises. J'ai fait, go! Tu sais, on en a 1000 projets comme ça par jour, qui verront probablement pas le jour, et là, tout d'un coup, là, c'est possible, parce que lui a envie de l'écrire, fait que je dis, allons-y donc. Le lendemain matin, 10h30, j'ai un courriel de Jean-François Chicoine. Le lendemain de ce souper arrosé, là, il m'envoie un document Word, 45 pages dialoguées. C'est un gars qui n'avait pas beaucoup dormi. Bon, et il m'envoie ça, et dit, j'ai été inspiré, il fallait que je le fasse. Et à partir de là, on s'est réunis, on a travaillé sur des périodes de rush, des périodes d'arrêt, des périodes de rush, d'arrêt, sur le scénario, pour arriver à quoi? La version 8, la version 9, je ne sais plus. Puis à un moment donné, ben, il a remis ça dans les mains d'un producteur, Jean-Martin Bisson, pour le lire, pour le plaisir. Il a fait, on tourne ça maintenant, en pleine pandémie, l'hiver dernier. Ah, OK, faisons-le. On l'a tourné avec le casting de rêve qu'on avait. Ça a été exceptionnel. Et en plus, on n'avait même pas personne de prévu pour la post-production du film. Et Paul Cadieux s'est offert, un gars quand même oscarisé des Triplettes de Belleville, qui s'est dit, moi je vais faire la post-prod et puis je vais faire la distribution du film. Un conte de fées. Un conte de fées. Alors oui, je me suis mouillé à la réalisation d'une patente qui va vivre ses premières heures devant public ici, au Percé-Lide. Vous avez dit que c'est parti d'une anecdote que oui. M. Chicoine vous a racontée. Oui. Est-ce que c'est un film qui est biographique? À 99,9%. Même les noms n'ont pas été changés pour être bien sûr de mettre tout le monde en lien. C'est vraiment une histoire autobiographique, une histoire vraie qui s'est passée entre son père et lui. C'est dans les dialogues hein, qu'on s'est mis à jazzer un peu puis qu'on s'est mis à romancer, mais il n'en demeure pas moins que la prémisse de l'histoire, elle est vraie. Vraiment, on est en présence d'un grand pédiatre, quasi cofondateur de Sainte-Justine à Montréal, Luc Chicoine, qui a pris sa retraite parce que sa santé ne lui permettait plus de travailler. Il a perdu sa femme, de qui il était en parfaite symbiose quelques années auparavant. Il est malade, il a une pathologie, une pharmacologie extrêmement complexe. Un candidat parfait, nul doute, pour l'aide médicale à mourir. Et à un moment donné, il décide qu'il en a assez, justement, pendant un souper de Noël. Alors, toute cette histoire-là, cette raid d'auto, où Jean-François a essayé de dissuader son père d'aller vers cette avenue-là, mais en même temps comprenant très bien son mal-être, elle a existé pour vrai. Elle a été vécue pour vrai. Et elle était tellement forte que j'ai dit, faut vraiment en faire un film. Et c'est là. Vous jouez le rôle, justement, de Jean-François, le fils... Ça, c'est weird. Tu joues le rôle d'un personnage, puis le vrai est là, à côté de toi, derrière de la caméra, puis tu regardes jouer lui. Oui. En tant qu'acteur, comment vous avez trouvé ça, jouer ce rôle-là? Bien, c'est sûr que d'emblée, l'écriture était tellement forte, là, honnêtement, là. Les dialogues tellement forts que j'avais pas besoin de pasticher d'aucune façon le vrai Jean-François Chicoine. Il n'était pas question de faire une ressemblance physique. Comme, par exemple, on aurait espéré que j'ai une ressemblance physique à Olivier Guimond quand j'ai fait Cher Olivier, tu sais. C'était pas là le propos du tout. C'était vraiment l'histoire d'un père et d'un fils. D'où l'idée, d'ailleurs, dans le film, de ne pas les nommer jamais par leur nom de famille. C'est une histoire qui est universelle, qui est intemporelle.
c'est l'histoire de père-fils qui s'adorent dans la vie, qui sont caractériels, sont capables de se dire les 4 vérités. Puis il y en a un qui a décidé qu'il aurait le goût d'en finir avec la vie et il va demander à son fils de l'aide. Fait que c'est universel. Alors, c'est pour ça qu'on ne nomme que les prénoms des personnages dans le film, même si ce sont les vrais. Parce que c'est une histoire qui est vraiment universelle. Les commentaires que j'ai à date de ceux qui l'ont vu, c'est vraiment « Ah, écoute, faut que je te dise, mon père est décédé le 23 décembre de circonstances similaires. » L'autre me dit « Ouais, c'est ma mère, moi, puis ça m'a tellement touché à cause de ci, ça. » On est vieillissant, toute la gang. On va peut-être être confronté à ça si on ne l'a pas déjà été. Fait que donc, j'ai l'impression que c'est cette histoire-là qui touche les gens. Au-delà du fait que c'est 2 personnalités connues. Mais comme c'est 2 médecins, ça change aussi un petit peu le genre de discussion inhérente à l'aide médicale à mourir, qui est une anecdote dans le film, l'aide médicale à mourir. On ne fait pas le procès de ça, ni la promotion de ça. On en parle parce que c'est une avenue potentielle pour le père et le fils. Parce que justement, le choix est donné, justement, puis on le voit comment que ça se passe là, vers la fin, là, lorsque le choix est laissé. Là. Oui, exactement. C'est lui à prendre la décision. Il a toute sa tête. As-tu une idée qu'il a toute sa tête, le Kishkwan? Fait que donc, la décision finale lui appartient. Oui. Comment vous avez vécu d'être plongé dans ce scénario-là de quelqu'un qui est prêt à décéder, puis du fils qui garde... Écoute, le scénario, encore une fois, le scénario était fort à ce niveau-là. On s'entend qu'il y a une scène, dans un court-métrage, il y a une scène vraiment butoir, la scène importante. Et ce dialogue-là, dans le salon, en plein petit party de Noël à 2, très intime, tout part de là. Et c'était tellement fort que tu te fies à ça comme acteur. Tu cadres là-dessus. Ça va être ça vraiment la force. Et c'est d'envoyer les répliques à Marcel Sabourin, un acteur qui a peu d'expérience. Et de se relancer en répétition et en lecture, puis de dire « Ah, on pourrait peut-être, et si on essayait ceci, si on essayait cela », ça a été un travail d'acteur formidable. Fait qu'on se laissait bercer par ça. Tu sais, quand tu as un scénario fort, tu te laisses bercer, tu y vas, tu as juste à embarquer dedans, c'est tout. La raide va être forte, t'sais. Les montagnes russes vont être fortes, mais attache ta ceinture, on part. T'sais. Le choix de Marcel Sabourin s'est fait comment? Tout seul. C'est-à-dire que quand j'ai vu que Marcel... d'abord, c'est un être délicieux dans la vie. C'est un acteur foudroyant. Le niveau d'énergie qu'il est capable de déployer sur un tournage, on avait 4 journées de tournage très colossales. Et puis, il était disponible. Et puis, j'ai fait, ça serait vraiment une paire incroyable. C'est un rêve pour moi, là, tu sais. Quand j'ai présenté le scénario à Marcel, qui a tout de suite accepté, je capotais. Puis, ça a été vrai aussi pour Dorothée Mériban, ça a été vrai aussi pour Élise Guilbeault, Stéphane Jacques, Louise Forestier, qui a participé au film. Ça a été des rencontres, gens que je connaissais déjà, mais une rencontre professionnelle où c'est toi qui as réalisé l'objet et à jouer dedans avec tes comparses. Ça a été du pur bonheur, là. Vraiment un pur bonheur. Fait que, c'est ça, encore là, je me laissais bercer par les propositions des acteurs, des actrices, de comment ça se passait, et surtout de l'œil de M. Mario Janel, le directeur photo. Excessivement important détail dans ce film-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées... Dans le lieu où ça s'est passé? Oui, Totalement. Totalement. Donc rien de studio. Non. On a tourné chez Jean-François Chicoine, dans le même décor où la vraie histoire s'est passée. Vraiment. Et on n'a même pas voulu enlever les cadres du vrai Luc Chicoine. On les a juste un peu essayé de les éviter, mais on les a pas enlevés du mur. Tu sais, parce que c'est là que ça s'est passé. Ça prenait tout son sens de le faire là. Fait que c'est une sorte de huis clos chez Jean-François Chicoine. Et puis, à ce moment-là, l'Hôtel Dieu, à Montréal, était un hôpital COVID lorsqu'on l'a tourné, tu sais. Alors que quand l'histoire s'est passée pour vrai, elle s'est passée aussi à l'Hôtel Dieu, mais c'était un hôpital, tu sais. Alors ça s'est passé devant le hall d'entrée de l'urgence. Fait que ça s'est encore une fois passé là, devant la statue de Jeanne Mance, qui fait tout son sens pour des pédiatres, tu sais. Alors,
tout a été mis en œuvre, si tu veux, pour rendre... Puis ça, les gens n'ont pas à le savoir, mais en le sachant déjà, c'est le fun, mais pour nous, là, ça rendait la chose totalement crédible. C'est particulièrement difficile pour Jean-François, ceci dit, parce que là, il revivait un moment de sa vie d'un père qu'il a perdu, qu'il aimait éperdument. Il a continué son deuil pendant le processus du tournage de ce film-là. Mais en même temps, c'était une grande richesse pour tout le monde. Maintenant, pour terminer, non seulement votre film va passer au Perséide, mais en plus, vous êtes l'acteur principal d'un film qui est présenté. Ça s'appelle Rosa. Rosa, ben oui. Écoute, ça c'est drôle parce que la vie des cours, est très étonnante parce que on le sait quand on le tourne, comme acteur, j'entends, mais à partir du moment où il est envoyé dans les festivals, tu sais pas. Tu sais pas où il va, tu sais pas qu'est-ce qu'il fait comme vie, etc. Alors, la semaine dernière, on reçoit un courriel des deux réalisateurs, co-scénaristes, puis ils font hey, « Bravo les gars, Théodore et toi, vous avez gagné pas un prix d'interprétation, mais une mention spéciale au Festival de Trouville, off-cours de Trouville. Ah, cool! Ah oui, Rosa, mon Dieu, ça fait longtemps. On l'a tourné ça il y a longtemps déjà, tu sais. Et en arrivant ici, on me dit, tu sais que t'es dans 2 films ici. Comment? On me dit, Rosa est ici. Et je ne le savais pas. Alors, c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai appris que Rosa va être... je pense que c'est demain ou après-demain là, qu'on va le voir en salle. Je suis très heureux de ça aussi. Ça se peut que je vienne m'installer en arrière de la salle, là, ni vu ni connu, juste pour entendre les réactions. Fait que oui, c'est un autre grand bonheur. Puis c'est un film qui connaît une belle vie en ce moment-là. Eh bien, la cérémonie va commencer, donc on va être obligé de finir ça. Oui. Monsieur Brière, ça a été un grand plaisir de pouvoir... C'est un plaisir partagé. Vous parler. Et merci pour cet entretien et bon festival. Merci, de même. Bon festival. Merci. Le chantier de prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts sanitaires du secteur rue du Moulin a été officiellement lancé au début du mois d'octobre. Voici ce que je vous avais présenté. C'est devant des citoyens du secteur, des membres du conseil municipal ainsi que de la ministre du Revenu national, Diane Leboutillier, que la Ville de Grande-Rivière a procédé à l'ouverture officielle du chantier de prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts sanitaires du secteur rue du Moulin. Pour Gino Cyr, maire de la Ville de Grande-Rivière, c'est une fierté d'avoir pu amener ce projet à terme. Comme vous le savez, en 2017, quand je me suis présenté, je m'avais engagé d'actualiser le projet. Je suis extrêmement heureux de vous dire que même pas dans 4 ans, on a réussi à élaborer le projet, de le structurer, le déposer, d'attacher le financement, puis en matin, de vous l'annoncer. Comme vous le savez, le projet Réseau d'égouts d'aqueduc, ça va permettre à la rue du Moulin de bénéficier des 2 services, la rue Bellevue, horizon sud, horizon nord, Pionnier, d'avoir l'eau potable. C'est un coût de projet de 5 882 000. Au niveau du gouvernement, on a eu 3 096 000 en coût admissible, c'est-à-dire qu'il nous a permis d'aller chercher une contribution provinciale de 1 238 000 et l'apport fédéral aussi 1 238 000 pour un investissement total de 3 405 365. On a mis aussi dans le projet 250 000 de la TEC. Je vous dirais que dans tout ce processus-là, on voulait en profiter aussi pour pouvoir mettre là, la réfection des rues secondaires de la municipalité. Donc, parallèlement à ça, le directeur général a travaillé sur un projet au niveau du PAVL qui va permettre là, une réfection totale de l'asphaltage de la rue Bellevue, une partie de la rue Bellevue, horizon Pionnier, qui nous a permis de réduire un peu les coûts au prolongement du réseau d'égouts d'aqueduc, ainsi que la rue de la Croix de Ruisseau, avec via le PAVL, pour un total de coût de projet de 1 452 487, mais financé à 75 % par des fonds publics. Comme le souligne Léopold Briand, conseiller du secteur à la Ville de Grande-Rivière, cela faisait très longtemps que ce projet était attendu. Messieurs, ce matin, on vit présentement une journée historique. Une autre page pour la Ville de Grande-Rivière vient de s'ouvrir présentement. Je vous dirais que ça fait peut-être longtemps qu'on entend ce projet-là. On a été fusionné avec la Ville de Grande-Rivière en 1974 et ça fait 47 ans qu'on attendait pour de l'eau potable. Ça fait 47 ans qu'on attend pour boire de l'eau qui n'est pas contaminée, de l'eau qui est vraiment bonne à boire.
Pourquoi commencer par la rue du Moulin et comment seront exécutés les travaux pour que ce soit fini le 5 décembre? Kent Moreau, directeur général de la Ville de Grande-Rivière, nous explique. Dans le deuxième contrat qu'on a avec la compagnie Eurovia, c'est que même si le projet on a commencé tard, on ne veut pas mettre en péril l'asphaltage de ce quadrilatère-là. Puis on ne veut pas laisser non plus des patchs en gravier pour l'hiver. Donc ça fait longtemps qu'on attend dans la rue de Bellevue pour l'asphalter. Donc toutes les parties de réseau principales qui vont avoir à traverser la rue, on va toutes les installer avant. Après ça, Eurovia va pouvoir asphalter les rues secondaires. Après ça, la canalisation principale qui va être hors rue va être installée par la suite. Fait que là, on commence par le bout de réseau, puis on va s'en aller tranquillement pour aller rejoindre le réseau existant. Puis on va faire la même chose pour aller rejoindre le réseau existant qui est sur le terrain de M. Alain Méthode au 28. Donc, on va boucler la boucle. Ce qu'on vous promet, c'est que le réseau au complet va être installé avant le 5 décembre. Là, on a une compagnie de Gaspé qui est la première équipe. Ensuite de ça, il va y avoir 2 autres équipes. On va travailler à 3 équipes différentes. Fait que, à partir de la semaine prochaine, il va y avoir des gens qui vont s'ajouter. Puis dans la semaine d'après, la 3e équipe va embarquer. Donc là, vous allez voir, il va y avoir des travaux partout. Là. OK? Ça fait que, au niveau de la circulation, ça va être un défi. Il y a des gens que ça ne fera pas tout le temps leur affaire, mais c'est un coup de barre à donner pour que l'ensemble du secteur soit rameuté. C'était Jean-Denis Laperrière à Grande-Rivière. Pierre-Luc Roussy, enseignant en mécanique marine à l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec, a réalisé 2 simulateurs de course réalistes. TVCGA l'avait rencontré lors de la présentation des simulateurs le 22 septembre dernier à l'EPAC. Dans le cadre des projets étudiants, à titre personnel, Pierre-Luc Roussy, enseignant en mécanique marine à l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec, a fabriqué un simulateur de course sur une Mini Cooper. Il nous raconte comment il a réalisé ce projet. Pendant les projets étudiants, les étudiants avaient le droit d'emmener leurs projets personnels. Mais c'était pas tout le monde qui avait des projets. Fait que j'ai emporté ma Mini Cooper, qui est un projet personnel pour moi, puis j'ai fait participer mes étudiants dans mon projet. La Mini Cooper, j'ai commencé au début de l'année passée. Fait qu'on l'a commencé à l'École des pêches, puis je l'ai terminé chez nous à la maison. La voiture était plus fonctionnelle parce que le moteur était défectueux. Ce qu'on a fait avec les étudiants en mécanique, on a sorti tout ce qui était mécanique du véhicule. On a enlevé le moteur, on a enlevé la transmission, tank à essence, on a tout enlevé le silencieux. Puis c'est là qu'on a commencé à faire les installations pour pouvoir mettre un volant de course, des pédales de simulation, faire la place pour installer l'ordinateur, les écrans, etc. Bien, les équipements qui permettent la simulation, tu as un bon ordinateur avec une bonne carte graphique, dans le fond. Après ça, ça te prend un volant pour faire de la simulation, un volant contrôlé par ordinateur. Ça te prend des pédales qui sont contrôlées par ordinateur. Ça te prend des shifters pour changer les vitesses, les breaks à main. Puis ce qui change avec les miens, c'est qu'ils bougent. On appelle ça des motion simulators. C'est que c'est des simulateurs, ils bougent d'après ce que tu ressens dans le jeu vidéo. Si dans le jeu vidéo, tu es en train de freiner, bien, la Mini Cooper, ce qu'elle va faire, elle va envoyer le banc qui va basculer vers l'avant pour te faire sentir le freinage. Si tu accélères, elle va envoyer le banc légèrement par l'arrière comme pour te faire ressentir l'accélération. Chaque changement de vitesse, tu vas ressentir une petite impulsion dans le banc, comme si tu changerais de vitesse dans un vrai véhicule de course. Si tu piles sur un vibreur dans un virage, le banc va te faire ressentir le vibreur comme si c'était vraiment réel. J'ai réussi à garder la pédale à essence qui est d'origine. Vu qu'elle était électronique, j'ai réussi à l'adapter avec des Arduino micro, que j'ai réussi à la brancher avec l'ordinateur. Une autre chose que j'ai réussi à garder, c'est le volant d'origine de la Mini, parce que le volant de simulateur que j'ai acheté, c'était un direct drive qu'on appelle. C'était un moteur électrique que j'ai pu adapter à la colonne de steering. Fait que j'ai réussi à garder le volant, puis les paddle shift du Mini Cooper, j'ai réussi encore une fois à les relier à l'ordinateur avec des petits Arduino micro. J'ai commandé un écran Samsung 49 pouces, puis elle fitait pile poil à la place du pare-brise. Malheureusement, j'ai pas compté les heures, mais c'est minimum une centaine d'heures de travail par simulateur. Là. En plus de la Mini Cooper, Pierre-Luc a également fait un simulateur en réalité virtuelle. J'avais commencé en même temps, mais je l'ai terminé comme plus par après. Lui, la différence avec le Mini Cooper, il y a seulement que le banc qui bouge, tandis que lui, le simulateur 2, que je l'appelle, tout le simulateur bouge. Parce que c'est 4 gros vérins électroniques qui sont contrôlés par ordinateur, donc
à mon avis personnel, la sensation est encore meilleure. Puis avec le casque virtuel, mais malgré qu'avec le Mini, tu es vraiment assis dans le Mini, avec le casque virtuel, tu te vois à l'intérieur du jeu vidéo. Fait que si tu regardes tes jambes assis dans le simulateur, tu vois les jambes du pilote automobile dans le jeu vidéo. Si tu regardes si tu tournes la tête, bien, tu vois vraiment l'intérieur du véhicule complet du jeu vidéo. C'est vraiment full immersif, c'est ce qu'il y a de plus réel selon moi. Là. Concernant les jeux, ce n'est pas n'importe lesquels qui peuvent être joués sur ces simulateurs. Fait qu'il y a beaucoup de jeux disponibles sur le site Internet Steam. Tu peux aller acheter des jeux là-dessus et les downloader sur ton ordinateur. Il y a e-Racing, entre autres, qui est un jeu vraiment populaire avec un abonnement mensuel. C'est ces deux-là que j'utilise pour mes simulateurs. Il y a Assetto Corsa, tout ce qui est jeux de rallye, Dirt 2, Dirt 4. Ça prend des jeux, pas vidéo, mais vraiment des jeux de simulation. Parce que les jeux de simulation, ce qu'ils font, ils te donnent on appelle ça des télémétries. Ils envoient des télémétries à l'ordinateur pour que l'ordinateur contrôle tes actuateurs pour te faire bouger selon ce que le véhicule interagit dans le jeu, dans le fond. Puis ça prend des jeux de simulateurs. Ces projets ont permis aux étudiants de mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans leurs cours. Une des matières que j'enseigne à l'École des pêches, c'est l'électricité. Donc, ça permet vraiment de faire plein de branchements électriques, un peu de programmation sur ordinateur. C'est ce qu'on ne voit pas dans le cours, mais oui, ça a permis de un peu intégrer le cours, de mettre la main à la pâte sur ce qu'on apprend dans le cours, avec tout ce qui est électricité. Puis, oui, ça a fait une belle approche. Maintenant que les simulateurs sont fonctionnels, Pierre-Luc les rendra disponibles au public chez lui sous la forme d'une location horaire où 2 personnes pourraient courir l'un contre l'autre, ou encore se rendre avec les simulateurs à des événements. Ce que je vais louer des séances de simulation chez nous à la maison, dans mon garage que j'ai construit cet été juste pour ça. Fait que les gens vont pouvoir prendre des rendez-vous, puis ils vont dire, bon, ben moi, je veux louer ton simulateur samedi de 7h à 8h, ben ça va coûter tant de l'heure, puis je vais vraiment louer des séances comme ça. Je suis en train de faire un genre de carte privilège. Dans le fond, la première fois que tu vas venir va coûter vraiment plus cher que les prochaines fois. Fait que mettons qu'on parle de 80$ de l'heure pour la première fois, la deuxième serait 70, la troisième serait 60, puis après ça serait 50$ de l'heure pour toutes les fois que tu vas venir. Parce que un coup que ça fait 3 ou 4 fois que tu es venu faire de la simulation, tu es habitué avec l'équipement. J'ai plus besoin d'être là pour te dire quoi faire. Je peux vaquer à d'autres occupations, dans le fond. Là. Sur e-Racing, ce que je peux faire, c'est aller créer une course, puis je m'assieds dans le Mini Cooper, tu t'assis dans le simulateur 2, puis on course carrément un contre l'autre. C'est carrément... c'est ce que je voulais, parce que, étant un gars très compétitif, mettons, on loue un simulateur, moi puis mon chum, on veut savoir c'est qui le meilleur. Fait qu'on veut courser un contre l'autre pendant qu'on s'amuse, puis t'as 2 fois plus de plaisir, puis t'as le petit côté... comment je dirais ça? Challenge, exactement. Ce que j'aimerais peut-être faire, c'est courir les événements. Dans le fond, aller Rock'n'Ride Show. Tu as besoin d'un attrait spécial à ton événement, ben, je peux me déplacer peut-être chez vous, avoir ma propre soucoupe Internet, parce que ça prend Internet, avoir une bonne connexion. Fait que ça, j'haïrais pas ça, pouvoir me déplacer avec les simulateurs, dans le fond. Simon Durden, étudiant en pêche professionnelle, a fait l'essai de la Mini Cooper. Il nous raconte son expérience et ses impressions entre la conduite réelle et en simulateur. Hey, c'est vraiment hot. J'adore ça. C'est très cool. C'est incroyable qu'il a fait ça. Puis je trouve ça très cool. J'aime comment le siège brasse et comme il y a tous les sons parce qu'il y a les speakers qui jouent les sons de la route. Puis l'auto, c'est trippant. J'aime ça beaucoup. Je suis écrasé quelques fois dans le côté, mais je sais pas si j'ai fait un tour au complet sans erreur, mais je pense que je vais aller bien la prochaine fois que j'essaye. Ça se ressemble pas mal, mais j'ai jamais conduit manuellement, alors c'est beaucoup plus difficile, alors c'est beaucoup plus challenging. Alors. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière. Le passeport vaccinal étant obligatoire, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec les technologies afin de se procurer leur preuve vaccinale. Annick Smith, secrétaire à la Ville de Grande-Rivière, avait pris l'initiative de venir en aide à ces gens. Je l'ai rencontré au mois d'octobre pour en parler. Annick Smith, secrétaire à la Ville de Grande-Rivière,
a pris l'initiative d'imprimer le passeport vaccinal aux personnes qui ne sont pas à l'aise avec les technologies ou tout simplement leur venir en aide pour l'obtenir. Elle nous présente comment ça s'est passé. En fait, à la base, moi, c'était pour les citoyens de Grande-Rivière. Moi, j'ai eu l'idée de faire ça parce que j'ai des gens dans mon entourage qui n'ont pas de cellulaire ou qui sont moins à l'aise avec la technologie. Donc, je suis allée voir mon directeur, le directeur général, pour lui demander si on pouvait offrir ce service-là d'imprimer des passeports ou de donner un coup de main pour ceux qui voulaient l'entrer sur leur cellulaire. Puis à partir de là, moi, j'ai fait un post sur Facebook, sur la page Facebook de la ville, comme quoi qu'on offrait ça. C'était pas nécessairement expliqué que c'était juste pour les gens de Grande-Rivière, mais à la base, c'était pour nos citoyens. Mais il y a des gens là d'un peu partout qui sont venus jusque de Percé, de Chandler, beaucoup, Sainte-Thérèse. Donc, il y a presque 500 personnes là, qui sont venues pour ça. OK. Et là, tu disais que, bon, tu en as fait presque 500, mais là, tu m'as dit tout à l'heure que les règles ont changé un peu. C'est pas mal plus compliqué à faire. Oui, c'est ça. Depuis le 1er octobre, en fait, avant, quand que je faisais la demande, j'avais automatiquement là, le choix de l'imprimer soit en format pleine page ou format carte d'affaires. Mais depuis le 1er octobre, maintenant, pour une question de sécurité, il envoie le lien soit sur un cellulaire ou sur une adresse courriel, mais qui ont déjà dans le dossier de la RAMQ. Donc, moi, je ne peux pas entrer une adresse courriel comme la mienne pour me le faire envoyer. C'est vraiment avec la personne. Donc, ceux qui n'ont pas ni de cellulaire ni d'adresse courriel au dossier, malheureusement, il faut qu'ils aillent au centre de vaccination. C'est quand même possible d'avoir le passeport vaccinal, mais il faut aller au centre de vaccination à Chandler où ils peuvent avoir directement accès au dossier. Est-ce que tu le faisais juste imprimer ou... Enfin, c'était surtout... Les gens qui venaient, c'était surtout pour le faire imprimer, mais il y a des gens aussi qui voulaient l'avoir sur leur cellulaire puis qui ne savaient pas trop comment faire. Il y en a que c'était juste pour mettre sur le cellulaire, puis il y en a vraiment qui voulaient comme être plus sécure. Des fois, on arrive puis la batterie du cellulaire est morte ou quoi que ce soit. Donc, pour une sécurité de plus, ben, ils me le faisaient imprimer aussi. En plus d'imprimer, ben, tu offrais quand même un service d'accompagnement pour guider les gens là-dedans. Oui, puis en plus, leur expliquer un peu comment ça fonctionne parce que les gens des fois étaient inquiets là, pour la sécurité des données confidentielles. Donc, je leur expliquais vraiment là, à quelle information que les gens qui vérifiaient le passeport avaient accès. Parce que moi, je les vérifiais pour être sûr qu'ils étaient fonctionnels aussi. Puis en même temps, ben, je leur montrais que tout ce qui apparaissait aux personnes, c'était le nom, puis en vert, comme quoi qu'ils étaient adéquatement vaccinés. T'en as fait combien depuis le 1er octobre? Depuis le 1er octobre, je pourrais pas vous dire, mais depuis le 1er septembre, je suis rendue à 489 d'imprimés, plus ceux que j'ai mis directement sur les cellulaires. Donc, je peux dire que ça dépasse les 500 personnes. Là, j'avoue, là, je suis vraiment surprise. Moi, je m'attendais à avoir 7-8 personnes qui viendraient. Là. La première semaine, là, ça roulait à coup de 80 personnes par jour. Là. Je ne faisais que ça. J'ai jamais été aussi populaire. Au moins, vous avez aidé beaucoup de gens. 500, c'est pas rien, compte tenu de la population dans la région. Là. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu aider les gens. Là, surtout, il me semble, dans ces temps-ci, là, ça a été difficile, la pandémie, pour tout le monde. Donc, si j'ai pu si j'ai pu aider un peu là, à ce que ce soit un peu plus facile, ben tant mieux. Là. Une belle initiative de la ville. Ben, merci beaucoup. Afin de réduire le nombre de voyages de camions-citernes d'eau produite par le site de compostage vers le site de traitement des eaux usées de Chandler, la Régie de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie a mis en place un projet d'irrigation d'une culture de saule à partir de ces eaux produites par le site. J'avais rencontré Nathalie Drapeau, directrice générale de la RITMRG, sur le site de la culture des saules. Alors, je suis en compagnie de Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, on est en plein milieu du champ de saules que vous avez mis en place à proximité du site de compostage. Pourquoi un champ de saules? Bien, parce que le processus de compostage génère beaucoup d'eau. De l'eau de compostage qui contient des nutriments comme de l'azote, du potassium, du phosphore. Les saules
ce sont des arbres qui consomment beaucoup d'eau et qui aiment l'azote, le potassium et le phosphore. Donc, pour nous, c'était comme intelligent, si vous voulez, d'utiliser les eaux de compostage pour nourrir des saules plutôt que de les transporter par camion pour les faire traiter au site de traitement de la ville de Chandler. Donc, alors, l'implantation de la culture de saules, ça nous permet de réduire les transports. Auparavant, on transportait jusqu'à 500 camions par année, l'équivalent de 500 camions par année. Mais en implantant le site de saules comme ça, on vient réduire d'au moins 60 % le nombre de camions à transporter. Dans le fond, c'est parce que les eaux, l'azote que vous parlez, dans le fond, c'est de la nourriture. Mais c'est pas bon pour l'environnement, dans le fond. Non, c'est ça. L'eau de compostage, on ne peut pas la rejeter comme ça dans l'environnement. On n'a pas le droit. Mais quand on l'envoyait aux étangs aérés de Chandler, c'était correct parce que le processus permettait de traiter cette eau-là. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on réutilise les nutriments qui sont dans l'eau pour alimenter des saules qui vont pousser très, très vite parce que ça, c'est une bouture de saules. Donc, en 2019, et 2020, c'est ça qu'on a planté. On a planté 33 000 comme ça, il y a 2 ans. Et maintenant, on est rendu à des saules là, qui ont plus de presque 15 pieds, si on regarde ceux qui sont derrière nous. Donc, quand je dis que c'est un plant qui pousse très, très vite, c'est un arbre qui pousse très, très vite, bien lui, pour ces arbres-là, ils sont très satisfaits de cette eau-là. Là, ils se nourrissent avec cette eau-là. Puis nous, ça nous évite beaucoup de transport par camion à ce moment-là. Ça, c'est le premier avantage. Et tu me dis le premier avantage, c'est quoi les autres? Bien, il y en a plein. Ici, il y a 2 ans, c'était l'ancien dépotoir de la ville de Chandler. Donc, c'était, là, je vous dirais, là, si vous voyez ici le chemin ici, là, c'était comme ça. Okay? Donc, c'était sur la terre, sur la roche. Bon, il y avait des déchets encore apparents. On vient revitaliser un site, qui est un beau site. Les saules aussi, quand on va les couper, parce que le processus des saules, c'est que, oui, ils poussent très, très vite. L'avantage, c'est qu'on peut les couper après 3 ans. Donc, on va couper, nous, nos différentes zones. On a 4 zones. On va couper les zones en alternance. On va couper à peu près à ça de terre. Ce qu'on va couper, on va le récupérer, le mettre en copeaux. Et ces copeaux-là, on va les réutiliser dans notre processus de compostage au site de compostage. Donc, c'est comme si on venait fermer une boucle, réutiliser pleinement donc, les matières, donc les ressources, les nutriments. Fait qu'on fait une boucle avec tout ça, une belle boucle environnementale. On se nourrit, l'eau de compostage nourrit les saules et les saules vont alimenter le processus de compostage. C'est pourquoi qu'il faut les couper? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste les laisser pousser? Bien, oui, on pourrait, mais pour nous, l'avantage, c'est justement de réutiliser cette source-là de copeaux éventuels parce que au site de compostage, on a des copeaux, mais à chaque année, on en manque toujours un petit peu. Alors là, on devient comme fournisseur de nos propres copeaux, là, et pour nous, c'est un avantage au niveau du processus de compostage. Aussi, quand on coupe le saule, bien là, lui, il continue de se nourrir. On continue de l'alimenter avec l'eau. Chaque rangée, parce qu'ici, quand je vous dis qu'il y a 33 000 boutures sur le site, c'est que chaque rangée de saule, il y a une petite conduite avec des trous et on alimente les saules en dosant goutte à goutte au pied de chaque saule. Alors les saules, eux autres, vont continuer de se nourrir, même si on les coupe. Ils vont continuer d'utiliser les nutriments de l'eau qu'on va acheminer. Alors pour nous, c'est gagnant, là, vraiment. Donc on vient réduire le nombre de voyages. Bon, évidemment, il y a une réduction de gaz à effet de serre émis, d'à peu près 5 tonnes là, à maturité. On réutilise 90 % des nutriments qui se retrouvent dans l'eau de compostage. Puis on évite là, au moins 300 voyages de camions par année. Nous, on gagne sur toute la ligne là, avec ce projet-là qui a été initié au départ là, par la MRC du Rocher-Percé. Vous me disiez que c'était en 2019 que vous avez planté les premiers saules, ceux qu'on voit en arrière de nous. Oui. Est-ce que le projet, est-ce que vous avez commencé à travailler sur ce projet-là bien avant ça? Oui, en fait, c'est un projet qui a nécessité plusieurs années, là, parce que je vous dirais en tout et partout, là, presque 6 ans.
juste de demander préparer les demandes de financement, avoir les ententes aussi avec la ville de Chandler, avec les partenaires, les citoyens, le citoyen, là, parce qu'on traverse une zone boisée derrière, donc on a eu une entente avec M. Saint-Pierre et, bon, évidemment, le consultant. On est allé en appel d'offres plusieurs fois. C'est pas un projet qui est habituel, fait que de trouver des entrepreneurs, le consultant avec qui on travaille, la firme Solinov, ça demande une expertise particulière, donc on était accompagnés tout au long de ce processus-là. Et quand on est arrivé ici, il a fallu... moi, j'appelle tout le temps ça un petit miracle, là, parce que dans le sens où il a fallu enlever les roches. Mais il y avait vraiment beaucoup de roches. Alors, on a enlevé de la roche là, à la main là, le samedi, le dimanche. Il y a des étudiants qui ont participé à ça. Alors, on a fait justement une belle pancarte à l'entrée du site et on a rappelé tous ceux qui ont contribué à ce projet-là, qui est un peu fou, là, je vous dirais. Là. Il y a plein de monde qui ont participé au projet en disant « Ouais, mais c'est tellement un beau projet que oui, nous, on veut participer à ce projet-là. » Alors, oui, ça a pris presque 6 ans, puis aujourd'hui, bien, le résultat est au rendez-vous. Dans le fond, ça a été une grosse période de préparation que vous me dites là. Oui, oui, une grosse période de préparation avec beaucoup plus de difficultés qu'on anticipait. Il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas un projet qui est simple à mettre en place. Et puis, on a une équipe, l'équipe qui est au site de compostage, c'est eux qui viennent s'occuper du site. Hein. Alors, il y a eu des journées là, où il était là, les 2 genoux dans la boîte, puis réparer des fuites, puis, et ça demande beaucoup d'engagement, je dirais, tant au niveau de l'équipe que de la MRC qui a soutenu ce projet-là dès le départ. Là. On aurait pu se décourager, là, un petit peu tout le monde, là. Mais finalement, je pense que tout le monde va être bien content du résultat. Donc, maintenant que le projet est bien parti, là, on a des nouvelles pousses ici. Eux autres ont été plantés l'an passé. Exact. OK. Donc, pour le futur, qu'est-ce qui attend un peu le projet comme tel? Bien, là, on va tester la coupe. Donc, ça, déjà, ça va être la prochaine étape qu'on va traverser, qu'on va vivre. Après ça, puis là, comme je disais, la coupe, on va couper zone par zone ou secteur par secteur. Évidemment, on va continuer de documenter le projet. On prend des échantillons, nous, des échantillons de sol, des échantillons des feuilles aussi, des échantillons d'eau, s'assurer que les plantes vont chercher tous les nutriments dont ils ont besoin, qu'on n'endosse pas trop non plus. On va aussi, à chaque année, évidemment, il faut s'assurer que les boutures de saules sont toutes vivantes. Donc, quand on peut en replanter d'autres. On pourrait aussi, si on veut, élargir un petit peu plus le secteur. Il y a des endroits dans le fond là, où on n'a pas planté de saules, mais on pourrait en planter d'autres parce que plus on en plante, bien, plus on peut utiliser d'eau, si on veut, pour les nourrir. Donc, pour nous, c'est un peu ça. Déjà, on travaille, on prépare là, donc un résumé pour une conférence parce qu'on va... L'idée, c'est de transmettre l'information ailleurs, à d'autres municipalités au Québec qui pourraient être intéressées pour ce type de projet-là parce que la ville de Rimouski avait déjà réalisé ce type de projet-là il y a quelques années sur une superficie d'à peu près 1 hectare. Ici, nous, on a 4 hectares. Donc, c'est comme une autre étape, c'est une autre approche, si on veut, hein, au niveau du projet. Alors, l'idée, c'est de partager, finalement, l'expérience, les bons coups, les mauvais coups, ce qui a bien été, ce qui a été plus un défi. Donc, c'est ce qui nous attend, je dirais. Le compostage, on voit que ça commence en ville, là, ça commence à vouloir intégrer le bac brun dans certaines grandes villes. Là. Oui. Avez-vous entendu parler que des endroits sont intéressés par ce qu'on fait ici? Oui. Nous, on se fait appeler, je vous dirais, régulièrement. Là. À peu près à tous les mois, j'ai des appels de d'autres municipalités, des gens qui veulent venir visiter. Donc, c'est ça qui est plaisant, c'est-à-dire que même si tu es en région, même si tu es une petite communauté comme nous, hein, on n'est pas si nombreux, bien, on se retrouve à partager une expérience qu'on a développée, une expertise aussi qu'on a développée. Donc, nous, on est toujours contents là, de ces appels-là. Là, c'est toujours, si on peut faciliter les choses pour les autres aussi, c'est ça l'idée, c'est ça le but, hein, c'est de s'épauler entre municipalités. Puis, un résultat comme ça, moi,
ce projet-là, c'était un petit bout, un petit cauchemar. Là. Honnêtement, je ne pensais pas qu'on y arriverait. Mais aujourd'hui, d'être ici et de regarder ça, je me dis, waouh, c'est bien. Là, il y a de quoi être fier. Là. Je pense que c'est un beau projet qui a été porté par la MRC, par la communauté. Puis je pense qu'on a atteint les objectifs recherchés. C'est quoi la partie cauchemar que tu parles, là, que tu penses? Bien, enlever de la roche pendant plusieurs semaines. Je veux dire, j'ai des jeunes, moi, qui ont travaillé ici, là, puis c'était... enlever de la roche sur 4 hectares, là, c'est pas super trippant, là, comme job, là. Puis des fois, ben c'est ça, là, on passait le samedi, le dimanche, là, fallait le faire parce que l'entrepreneur arrivait. Puis quand l'entrepreneur est arrivé ici, il a dit « Oups, non, il y a encore trop de roches ». Bien là, on a fait venir un entrepreneur qui avait un équipement là, de la baie des Chaleurs que je connaissais pas, que j'ai appelé comme ça, puis qui a dit « Bien, OK, je vais y aller ». Là. Donc, Sylvain de la bergerie du Margot, là, qui est arrivé avec son équipement ici, puis qui est venu nous donner un coup de main, alors qu'on ne le connaissait pas, qu'il n'avait aucun rapport avec le projet, mais il a dit « Oui, je vais aller vous donner un coup de main ». Moi, j'ai trouvé ça fabuleux, là, vraiment, c'est ça, cet encouragement-là, ou ce support-là, ce soutien-là, puis... c'était pas facile, quand l'entreprise est arrivée ici pour installer les conduites, puis là, on creusait, puis il y avait des fuites, puis ça cassait, puis donc c'était pas gagné d'avance. Alors, on peut être fier du résultat atteint aujourd'hui. Ça peut bien avoir pris 6 ans avant d'être mis en place. Bien, voilà, ça demande de la patience, ça demande de la détermination aussi, faut y croire, puis... Je pense que voilà, on y est. Comme vous avez dit, il y a de quoi être fier de ce que ça donne. Hein? Je pense que oui. Bien, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Merci beaucoup de m'avoir parlé, de m'avoir amené au site. Oui, bien merci. Merci d'être venu visiter. Puis on va avoir des portes ouvertes la fin de semaine là, je pense, le 30 octobre. Donc, le site va accueillir les gens qui vont vouloir venir le visiter. Ça va être avec plaisir qu'on va les accueillir. OK, merci beaucoup. Merci. Un nouveau centre de pédiatrie sociale a commencé ses activités au mois de juillet dernier. Pour connaître les services offerts, j'avais été à la rencontre de Nadine Cyr, coordonnatrice à l'Accroche-Cœur. Alors, je suis avec Nadine Cyr, coordonnatrice à l'Accroche-Cœur. Bonjour. Bonjour Jean-Denis. Vous allez bien? Très bien. Donc, l'Accroche-Cœur, c'est quoi cet organisme-là? L'Accroche-Cœur, c'est un centre de pédiatrie sociale en communauté. Donc, on est directement lié avec la Fondation Dr Julien. Il existe à peu près plus de 45 centres de pédiatrie au Québec. Nous, on est tout nouveau. On a commencé nos services au mois de juillet seulement. On est placé, donc notre territoire, ce qu'on dessert, c'est toute la Gaspésie Sud. Donc, ça comprend de Barachois à Saint-Alexis-de-Matapédia. Donc, on peut voir que c'est quand même un grand territoire de plus de 300 km à couvrir. C'est sûr qu'on ne peut pas couvrir seulement avec un point de service. On a un point de service qui est à Chandler présentement. On est déjà dans la maison qui est ici sur la rue Rodolphe-Lemieux et qui est dans la MRC Rocher-Percé parce que après analyse, il en est ressorti que les grands besoins pour les enfants en situation de vulnérabilité, parce que c'est comme ça qu'on dessert les enfants au centre de pédiatrie, qui était plus important ici dans la MRC Rocher-Percé. Donc, pour desservir, dans le fond, le reste du territoire, on a le Mobilicœur. Oui, qu'on va aller voir tout à l'heure. Oui. Donc, centre de pédiatrie, c'est quoi que vous offrez comme service? On a un service, on touche 3 axes, donc au niveau médical, social et juridique. C'est-à-dire que nous, on offre un service qui ne répond pas que les parents ou donc les enfants
ne retrouvent pas aujourd'hui, qui ont de la difficulté à les trouver. Je vous donne un exemple. Il y a un enfant qui a besoin d'un orthophoniste rapidement pour qu'il ait meilleur, donc avoir de l'aide à l'école et tout. Présentement, c'est un 2 ans sur la liste d'attente. Donc, nous, on appelle ça un enfant en situation de vulnérabilité parce que s'il n'y a pas des services, ça ne l'aidera pas donc au niveau scolaire, au niveau social. Donc, on va pouvoir, nous, lui offrir le service. Et si on ne le trouve pas à travers les organismes, les CLSC ou avec la collaboration du CIS, du CI3S, à ce moment-là, on va aller se tourner vers le privé. Et ça, c'est vous? Le privé? Ou Nous, non, on va aller chercher des professionnels. Ah, OK. Oui, on va aller chercher des orthophonistes. Mais sinon, avant d'en arriver à vous, est-ce que le processus doit être fait avec les médecins au CI3S avant de dire, bon, ben, on va aller voir l'accroche-cœur? Bien, c'est pas au CI3S. Ici, on a déjà des pédiatres. J'ai déjà 2 pédiatres médecins de famille. J'ai déjà 2 médecins de famille qui sont ici attitrés au Mercier Rocher-Percé. J'en ai une qui est plus vers la baie des Chaleurs et j'ai 2 adjointes cliniques qui sont des travailleuses sociales. Donc, la première, comment ça fonctionne en fin de compte, c'est que quand il y a un besoin qui se ressent, que ce soit un parent ou que ce soit un professionnel ou même les gens du CIS qui disent « bien là, cette famille-là, ils en ont vraiment besoin, l'enfant en a vraiment besoin, mais on n'est pas capable de répondre à leurs besoins. » Alors, ils nous appellent et nous, donc les travailleuses, les adjointes cliniques, travailleuses sociales, font une pré-évaluation qui appelle pour savoir si l'enfant répond pour être en situation de vulnérabilité. S'il répond besoin, à ce moment-là, on va leur donner un rendez-vous. C'est un premier rendez-vous avec médecin et travailleur social et parents et tout ça. Et il va s'ensuite, en plus d'un plan pour être capable de répondre aux besoins de l'enfant. Tu parlais de 3 volets, ça, c'en est un? Oui. Les 2 autres? Ils vont à l'intérieur aussi du plan de suivi. Ça veut dire que si on peut arriver qu'un parent, il y a un logement qui est insalubre, elle a besoin d'aide parce qu'elle n'arrive pas avec son propriétaire en s'entendre pour arranger son appartement, on sait que ça touche directement l'enfant aussi. Donc, on va avoir un service juridique qui va pouvoir le soutenir dans la démarche. Et donc, les travailleurs sociaux vont être là pour soutenir, suivre avec elle la démarche pour pas être seul. Et ensuite, il y a le côté juridique aussi. Oui, ça fait partie du côté juridique. Côté social, ça peut être un enfant qui vit beaucoup d'anxiété, à l'école ou peu importe, puis qui a besoin d'un suivi, à ce moment-là, on va être capable de lui en donner. C'est sûr qu'on est là pour répondre aux besoins qui n'existent pas, c'est ça qui est important. Puis, il y a des parents aussi qui ont plus confiance au système d'aujourd'hui, fait qu'on est là pour eux aussi. Je pense que c'est important de ne pas échapper personne, qu'il n'y a pas aucun enfant qui se retrouve en 2 chaises, que tous peuvent avoir un service, peu importe leur situation. C'est quoi la tranche d'âge qui est desservie par l'accroche-cœur? Nous, c'est 0-18 ans. Et qui on retrouve dans l'équipe de l'accroche-cœur? Donc, on a les médecins, comme je vous disais, médecins ou pédiatres. Et j'ai les 2 adjointes cliniques présentement qui sont travailleuses sociales. Il y a moi, la coordonnatrice, et les autres vont venir plus par contrat. Donc, si on peut engager une psychoéducatrice, une orthophoniste, on peut aussi, ce qu'on essaie de voir, c'est travailler aussi avec l'art-thérapie ou la musicothérapie. Donc, c'est des avenues qu'on regarde. Il y a des médecins qui sont engagés ici? Bien, on n'engage pas les médecins. Les médecins sont payés tous par la RAMQ. Mais eux, ils décident de venir donner, dans le fond, leur temps ici au centre de pédiatrie. Et pour plus tard, à court ou moyen terme, c'est quoi que
vous vous attendez comme développement? Vous parliez d'avoir peut-être un professionnel de plus. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez... Bien, c'est sûr nous, présentement, on est rendu à peu près une vingtaine d'enfants qu'on a commencé seulement depuis juillet. Dans la première année, avec la Fondation Dr Julien, il est demandé d'avoir au moins 70 enfants, ce qui ne nous inquiète pas trop pour la première année, étant donné la grandeur du territoire. Ce qu'on aimerait plus, c'est, oui, présentement, on a le Mobilicœur qui sert de clinique mobile ou d'aller voir les autres organismes pour offrir le service plus dans la baie des Chaleurs. Et ce qu'on aimerait plus, c'est avoir un point de service aussi, dans la baie des Chaleurs, comme ici. Présentement, on a plusieurs organismes, par contre, qui sont prêts à nous prêter des locaux, donc pour faire nos cliniques quand même, comme une demi-journée, ce qu'on peut y aller. Et par contre, on aimerait bien quand même plus être fixe. En ce moment, est-ce que il y a d'autres services comme l'accroche-cœur ailleurs dans la Gaspésie? Le centre de pédiatrie, on est 3 centres en Gaspésie. Donc, nous, on dessert la Gaspésie Sud. On a le centre de pédiatrie de la Haute-Gaspésie qui dessert plus Cap-Chat et Sainte-Anne-des-Monts. Et on a celui Côte-de-Gaspé, donc qui dessert plus Gaspé, Murdochville et tout ça. J'ai l'impression que c'est vous qui avez le plus gros territoire. Tout à fait. Tout à fait. Et pour le couvrir, vous avez dit que vous avez le Mobilicœur. On s'en va voir ça? Exactement, avec plaisir. Mais... Donc, on est à l'intérieur du Mobilicœur. Oui. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Bien, dans le fond, on y retrouve la même chose qu'on peut retrouver à l'intérieur de la maison pour accueillir les familles, les enfants, pour une clinique. Donc, ce qu'on va retrouver ici, on a une toilette qui est à proximité, qui est juste ici. OK? Donc, on a accès. On a aussi une table d'examen ici. Donc, avec la table d'examen, il y a aussi des tables et des chaises où on peut, comme dans la cuisine, dans le fond, comment ça se passe? C'est convivial et on les accueille dans notre cuisine chez nous pour faire nos rencontres. Donc, c'est vraiment ça. Il faut qu'ils se sentent chez soi. C'est vraiment l'important. Et ce qui est important, vous voyez des rideaux, on a aussi comme ça à l'intérieur, c'est pour l'intimité, dans le fond, pour faire les examens cliniques. OK? Pourquoi un rideau, puis pourquoi pas fermé? Parce qu'on appelle ça une discussion à 2 voix. Ça veut dire que ici, si je ferme, OK, vous m'entendez, vous ne me voyez pas, sauf que ici, le médecin et l'enfant peut se parler et de l'autre côté, le parent et les intervenants peuvent se parler aussi, mais ils s'entendent l'un et l'autre. C'est ça qu'on appelle une discussion à 2 voix. Est-ce que vous pouvez recevoir plus qu'un enfant ou en général, ça va être plutôt vraiment... C'est une famille à la fois, un enfant à la fois. Ça dépend. Ça peut arriver qu'il y a 2, 3 enfants dans la famille. La première rencontre, souvent, on va rencontrer tout le monde. Et après, on va y aller séparer selon les enfants. Et il peut arriver aussi au fil du temps, dépendamment, si on collabore avec, que ce soit l'école, la DPJ, on va inviter tout le monde pour qu'on ait le même discours et qu'on est certain de faire le même plan. Et que l'enfant aussi sait que tout le monde est au courant. Et est-ce que c'est les professionnels qui vous suivent avec le Mobilicœur ou dans le fond, si vous êtes, mettons, dans la baie des Chaleurs, ça va être des professionnels de la baie des Chaleurs qui vont être... qui vont donner de leur temps pour ça? Exactement. Nous, ce que j'ai ici, c'est la travailleuse sociale, l'adjointe clinique, dans le fond, qui va partir avec le Mobilicœur, avec le médecin, qui vont aller vers la famille et les professionnels vont venir les rejoindre. Ou sinon, s'ils partent ici, bien, ils vont embarquer dans le Mobilicœur pour aller rejoindre les familles. Les familles, on peut aller directement chez eux, comme on peut aller dans un organisme, comme je vous disais, quand on a un prêt local.
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié ou bien... Bien, tout ça, ceci, ce qu'on voit aujourd'hui a été possible, c'est sûr, à des dons. Je vais le partir. Okay. Je vais partir ça. Pour pouvoir comment je dirais ça? C'est pas procurer, c'est pour acquérir, peut-être, ouais. Pour pouvoir acquérir ce mobilicœur, j'imagine que la communauté vous a aidé là-dedans. Tout à fait. On remercie grandement la Fondation Baie des Chaleurs, Fondation Santé Baie des Chaleurs, pour être plus clair. C'est vraiment à cause d'eux qu'on a le mobilicœur et ils ont donné 100 000 $ pour l'achat du mobilicœur et on est très, très contents. Et pour aussi tous nos services, exactement, on a fait dernièrement une campagne de financement participatif avec la ruche qui a très bien été. Et on a eu un beau financement depuis le début des jardins qui nous en ont donné. On a eu Simon McInnes, on a Rona dernièrement en plus qui ont fait la campagne Heroes. Pour nous, on est très fiers. On a plusieurs partenaires comme ça, la Chambre de commerce, la Fondation, les services ambulanciers Baie des Chaleurs, Service santé aussi de la baie. Donc, on est très, très contents. Ou j'ai peut-être fait le contraire, c'est Service ambulancier de la baie et Service secours Baie des Chaleurs. Donc, mais on est très, très, très fiers. Et sans eux, ben, on ne serait pas là. Et ça continue, ça prend, comme on dit, avec la Fondation Dr Julien, il faut tout un village pour élever un enfant. Donc, quand on dit un village, ben, c'est toute notre communauté. Comme vous dites, pour l'instant, vous en avez 20, mais une vingtaine, mais c'est une vingtaine en, 2 ou 3 mois. Exact. Donc, je crois que vous allez être capable d'atteindre le 70. Assez facilement. Je crois qu'on a tout dit? Je crois que oui. Eh bien, Nadine Cyr, coordonnatrice de l'Accroche-Cœur, merci de m'avoir reçu. Merci Jean-Denis. C'est moi qui vous remercie. La phase 2 du comité Un lendemain pour notre Église s'est amorcée et ce sera l'opportunité de tester de nouveaux usages en parallèle de la pratique du culte. Julie Fournier-Lévesque, directrice générale de Courant culturel Rocher-Percé, nous avait expliqué comment ça allait se dérouler. Alors, je suis en compagnie de Julie Fournier-Lévesque, nouvelle directrice générale de Courant culturel Rocher-Percé. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui. Alors, nouvelle directrice, ça fait pas longtemps que tu es rentrée chez Courant culturel? Oui, tout nouveau depuis le 20 septembre dernier. En fait, directrice générale par intérim en remplacement de Samuel Méthode-Laflamme, qui est parti à la MRC là, pour d'autres défis. Et comment tu trouves, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de venir chez Courant culturel? Ah, bien, c'était une belle offre qu'on m'a fait là, d'appliquer sur le poste, d'en prendre connaissance. Puis, dans le fond, moi, tout ce qui est développement social m'interpelle. Puis, dans ce poste-là, j'avais la possibilité de faire les arts et du développement social en même temps. Donc, c'était vraiment là, un bon combo, là, puis ça m'a tout de suite tenté. Là. Et le premier dossier qu'on t'a donné quand tu es arrivé, ça a été un lendemain pour notre Église, de mettre en place la phase 2. Oui, puis même pas arrivé en poste, j'avais déjà eu une première rencontre. Donc oui, c'est un gros dossier, c'est un beau dossier. Beaucoup de partenaires vraiment intéressants. Puis donc la phase 2, ça fait suite à la phase 1, évidemment, qui était, on le sait, là, la fabrique de Grande-Rivière a identifié que l'église Notre-Dame de l'Assomption, bien, la fabrique avait plus de sous pour faire l'entretien dans les années à venir. En fait, l'idée, c'était de s'assembler en comité pour sonder les besoins, en fait, de la population, puis d'être capable de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bâtiment-là? Donc, le comité du lendemain avait été formé à ce moment-là. Moi, j'en fais partie parce que je fais partie de Courant culturel, mais c'est pas que Courant culturel, c'est vraiment un travail d'équipe qui inclut la municipalité de Grande-Rivière, la MRC du Rocher-Percé, le réseau en développement social Rocher-Percé,
intéressés, il y a aussi le Conseil du patrimoine religieux du Québec, le ministère de Culture et Communication du Québec. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Je pense que, bien évidemment, la Fabrique, le diocèse, puis un comité citoyen aussi. Donc, vraiment un travail d'équipe. Puis là, on arrive à la phase 2. La phase 2, c'est quoi? Après avoir identifié les besoins, on se dit comment on peut mettre ça en application, comment on peut dès maintenant se mettre à utiliser l'Église, non seulement pour des usages religieux, mais des usages laïques aussi. Donc, l'idée, c'est pas de tasser ce qui est là, c'est vraiment de rajouter des usages. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est ne pas perdre le bâtiment. Comment on peut ne pas perdre le bâtiment? C'est lui trouver ou y ajouter certaines vocations, puis ultimement faire entrer des gens et donc un peu d'argent dans l'ensemble. La phase 2, en fait, on a décidé de la commencer à petite échelle avec la sacristie, c'est pour ça qu'on est là ici, avec l'occupation transitoire. L'occupation transitoire, c'est qu'on se dit dès maintenant ou dès les prochaines semaines, on se met à utiliser la sacristie. Ce qui était religieux demeure, donc la pratique de la chorale, le cercle de prière demeure aussi, les activités liturgiques, mais il y a plein de moments où la sacristie demeure vide. Qu'est-ce qu'on peut y ajouter? Bien, en fixant certains paramètres pour de la location, le type de personnes qu'on veut retrouver ici, ce qu'on a identifié, c'est plus des activités de petite envergure communautaire, bien, on va pouvoir commencer à l'animer. Puis, ultimement, pourquoi on fait de l'occupation transitoire? C'est pour tester différents modèles de gouvernance. Est-ce qu'on veut que ce soit une entreprise d'économie sociale? Est-ce que c'est une coop? Est-ce que c'est un porteur principal qui est la ville? Est-ce que c'est courant culturel? Donc, tout ça fait à petite échelle, nous informe sur ce qui fonctionne ou peut-être ce qui fonctionne moins bien, mais dans le fond, là, on veut bâtir un projet qui va bien durer dans le temps, en fait. Et quand prévoyez-vous commencer cette occupation transitoire-là? Oui. Plus officiellement en janvier, avec de la signalétique, avec des contrats plus officiels, avec une entente du diocèse. À l'heure actuelle, on ne l'a pas, mais c'est vraiment dans les... Ça reste quelque chose à officialiser, mais qui va bon train. On a l'appui déjà. C'est juste le dernier raffinage des ententes qui reste à faire. Mais juste avant Noël, on a la chance de le tester avec la remise des prix Mémoire vivante qui va avoir lieu ici à la sacristie le 9 décembre prochain. Donc, vous donnez combien de temps pour faire cette phase-là? Oui. L'occupation transitoire pourrait durer de 1 à plusieurs années, mais là, disons qu'on se donne comme objectif de tester là, dans la prochaine année différents usages. Puis quand on parle d'usage, là, ça peut être que cette salle-ci est utilisée pour une conférence, une remise de prix. Ça pourrait être un organisme qui aimerait tenir une activité famille, peut-être, ou un cercle de lecture. Donc, tout type d'activité qui aurait besoin de ce genre de grandeur de salle. Donc, c'est ça. Là. Donc, dans la première année, on va tester différents usages, puis ça, c'est pour faire suite après à peut-être plus grand. Donc, ça nous donne un peu de temps pour réfléchir aussi qu'est-ce qu'on fait avec la grande salle de l'Église. Est-ce qu'on intervient aussi à l'extérieur? Il y a la Ville, là, présentement, qui a un projet pour tout aménager l'extérieur. Ça fait qu'on est en pourparlers, le comité, avec la Ville aussi, mais qui siège sur le comité. Puis même cet été, on aimerait là, avoir un espace extérieur pour... Dans le fond, l'idée, c'est qu'on veut inviter la population à se réapproprier ce lieu-là. Donc, puis c'est vrai, on a une bonne nouvelle. On a Myriam Carbonneau-Giroir qui a été embauchée. Donc, quand je le dis, là, c'est un travail d'équipe. Le réseau en développement social a identifié qu'il y avait la possibilité dans son financement d'avoir une personne pour venir appliquer leur plan, en fait, là, de communauté. Puis, Myriam Carbonneau-Girard, donc à 2 jours et demi semaine, va venir travailler directement pour le projet du lendemain. Puis, à terme, on peut même imaginer qu'elle va avoir son bureau ici pour être capable de rencontrer la population puis d'être capable un peu de gérer les opérations là, direct sur le terrain. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait rajouter pour la phase 2? Bien, dans le fond, si vous avez besoin d'informations, il y a le site web Un lendemain pour notre Église. Là, ça répertorie tout l'ensemble de la démarche. Donc, à chaque fois qu'on a une rencontre de comité, on a un petit résumé. Donc, vous pouvez le lire étape par étape. Sinon, si vous n'êtes pas apte à utiliser l'Internet, vous pouvez prendre le téléphone pour contacter un des partenaires. À la base, vous pouvez m'appeler moi, Julie Fournier-Lévesque, à Courant culturel Rocher-Percé.
Puis sinon, chaque partenaire, en fait, est porteur de la démarche. Donc, c'est plus avec Ghislaine à la fabrique, si c'est plus avec le réseau de développement social, est-ce que c'est un petit peu plus là avec la MRC? Donc, si vous connaissez des gens qui font partie de la démarche, n'hésitez pas à leur poser des questions parce qu'ils sont au courant là, de ce qui se passe. D'accord. Maintenant, avant de terminer, il y a le rallye recherche qui est présentement en cours. Ça se termine bientôt. Oui, ça se termine le 26 novembre prochain. C'est la 10e édition. Cette année, là, on sait, Marie-Paul Fournier a pris la relève de M. Bisson. On a des gens de partout qui participent à ce rallye-là. On a des inscriptions de Québec, du Nouveau-Brunswick, de Montréal, de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent. C'est une belle activité qui dure depuis plusieurs années. Il y a différents prix, 4 prix, dont le prix principal est de 200 $. Donc, pour les retardataires, il reste un peu de temps. Vous pourriez théoriquement toujours vous inscrire, mais ça laisse quand même une marge de manœuvre plus courte. Là. Donc, contactez-moi à Courant culturel si vous voulez le formulaire, mais sinon, on va colliger tout ça là, dès le 26 novembre. OK. Eh bien, Julie Fournier-Lévesque, directrice générale par intérim de Courant culturel Rocher-Percé. Merci de m'avoir parlé de la phase 2 et on se reparlera pour voir qu'est-ce qui en est ressorti de ça. Oui, vraiment, moi je pense, là, je m'engage là, à venir vous rencontrer à nouveau là, lorsqu'il y a d'autres rencontres. Comme ça, vous aurez un suivi plus étape par étape. C'est un grand plaisir d'être là. Merci. Merci à vous. Merci. Le diocèse de Gaspé fête ses 100 ans cette année. Marc Baird s'était entretenu avec Monseigneur Gaétan Proulx pour en parler. Chers diocésains et diocésaines, c'est avec une grande joie et beaucoup d'enthousiasme que je vous annonce qu'en 2022, nous célébrerons le centenaire de notre Église diocésaine. Cette fête diocésaine que nous préparons avec beaucoup d'espérance concerne tous les baptisés, toutes les personnes qui font partie de cette Église et toutes les communautés chrétiennes seront invitées à participer d'une manière particulière à partir d'événements qui pourront naître dans chaque communauté, mais en même temps qui pourront aussi être suggérés par l'équipe diocésaine. Alors, bonjour Monseigneur Proulx, comment allez-vous? Oui, très bien, merci. Alors, on a vu passer dernièrement dans nos communiqués que le diocèse s'apprête à fêter ses 100 ans, hein, c'est bien ça, si je ne me trompe pas? Oui, 100 ans, oui. Est-ce que vous pourriez peut-être nous faire un petit survol, un historique, je ne sais pas si c'est possible en quelques minutes, là, de diocèse un peu de Gaspé? Alors, le diocèse de Gaspé est né d'une séparation, si on peut dire, en provenance du diocèse de Rimouski. Alors, on est une partie du diocèse qui était à Rimouski. Okay. En 1922, il y a eu un détachement, disons, c'est ça, un détachement du diocèse de Rimouski pour fonder le diocèse de Gaspé en 1922. Monseigneur Ross était vicaire général au diocèse de Rimouski et il a été choisi pour être le premier évêque du diocèse de Gaspé. Donc, ça va faire 100 ans en 2022. On est encore à quelques semaines de 2022, mais il reste que c'est ce qui s'est passé. Il y a 75 ans, donc il faut la date exacte, là, il y a 75 ans en 2021, donc les îles de la Madeleine ont été rattachées au diocèse de Gaspé. C'était donc à l'origine du diocèse, les îles de la Madeleine n'y étaient pas. Donc, ils sont un détachement de Charlottetown. Mais peut-être pour ceux qui justement n'auraient peut-être pas cette information, mais est-ce que vous pourriez expliquer un peu à quoi sert le diocèse et comment est-ce que ça fonctionne au niveau du territoire? Qu'est-ce que vous faites? Le diocèse compte actuellement 64 paroisses. Ça veut dire que 64 paroisses, ça veut dire des unités canoniques, là, des communautés comme Grande-Rivière, comme Chandler, comme, je sais pas, chaque paroisse est un regroupement de communautés rattachées à une église plus grande qui s'appelle le diocèse, donc le diocèse de Gaspé. Et donc, toutes ces communautés-là, toutes ces paroisses-là sont rattachées à un évêque.
Alors, ils ne sont pas rattachés à un autre évêque que celui de Gaspé. Autrement dit, un territoire de Pointe-à-la-Croix, on pourrait dire, là, de Pointe-à-la-Croix jusqu'à Cap-Chat, c'est le diocèse de Gaspé comme territoire. C'est assez grand, vous comprenez. Alors, il y a des communautés amérindiennes, mais qui ont un statut particulier dans le diocèse. Donc, il y a un évêque, il y a un certain nombre de prêtres aussi qui sont rattachés au diocèse et qui servent les communautés chrétiennes dans le diocèse. Il y a des diacres aussi. Depuis quelques années, il y a des diacres permanents, donc des hommes qui peuvent être mariés et qui sont diacres, qui ne sont pas prêtres, mais ils servent l'Église, ils rendent beaucoup de services au niveau diocésain aussi, dans les paroisses. Il y a plusieurs communautés religieuses. Il y en avait beaucoup plus avant, autrefois. Maintenant, il y en a un petit peu moins, mais ils ont diminué en nombre aussi. Puis, comme vous savez, il y a eu des communautés qui ils ne sont pas disparus, mais ils ont quitté le diocèse parce qu'ils étaient moins nombreuses, puis ils se sont regroupés ailleurs. Moi, je suis ici, je suis dans ma 6e année. D'accord. Depuis le mois de septembre, j'ai commencé ma 6e année comme évêque ici. Donc, quand je suis arrivé il y a 5 ans et quelques, là, le diocèse comptait 64 paroisses. Depuis ce temps-là, on a quand même fermé 2 églises. Depuis que moi je suis ici, là, on a fermé 2 églises dans le diocèse. Pourquoi? Parce que les petites communautés étaient très petites et qu'elles ne pouvaient plus subvenir directement aux besoins de leur église, l'entretenir, etc. J'imagine que comme dans beaucoup de domaines, 100 ans, c'est quand même beaucoup et les choses changent, évoluent. Il y a des remises en question parfois où il y a des choses qui restent dans le niveau des traditions, mais je me demandais, par exemple, la Grande Rivière, qui est un exemple concret, là, il y a un projet qui s'appelle Un lendemain pour notre Église. Est-ce que, pour réfléchir justement des fois à garder le culte, mais aussi utiliser les bâtiments pour d'autres choses, ma question était plutôt aussi comment vous voyez les prochaines années suite à ces 100 années avec tout ce qui s'est passé? Comment vous projetez la place du diocèse et des églises dans le territoire? Bon, depuis 2018, moi je suis arrivé en 2016, mais en 2018, on a fait un projet. J'ai proposé un projet d'unification des communautés, des églises, des fabriques, si vous voulez. Alors, des regroupements, donc des fusions de paroisses pour mettre des forces ensemble, là. Hein, pour se solidifier ensemble. Alors, donc, on est en démarche là, de regroupement des communautés paroissiales. Et donc, actuellement, je pourrais vous annoncer assez officiellement que à partir du 1er janvier, les communautés de Maria, Carleton-sur-Mer, Saint-Jules et New Richmond, Saint-Omer. Les 5 paroisses vont être regroupées en une paroisse. Donc, toutes les 5 paroisses vont être supprimées officiellement pour n'en former qu'une en conservant leurs 5 lieux de culte. Et donc, il y a un seul curé aussi, un seul prêtre pour l'ensemble de ces communautés-là. Le regroupement de ces communautés-là devient nécessaire partout. On n'est pas le seul diocèse. Les autres diocèses sont beaucoup, j'allais dire, plus avancés que nous dans certains diocèses pour ces regroupements-là. Nous, on a pris un peu de retard. Et il faut dire que la pandémie là, qui nous occupe tout le monde nous a retardé parce qu'on aurait plus qu'une de fait, là. Mais bon, les autres sont en cheminement pour devenir... donc, on va passer, nous, normalement, là, si tout va bien, là, mais peut-être que ça va prendre peut-être plus une année ou 2 de plus parce qu'on a été retardé, comme je viens de vous le dire, mais on va passer de 64 paroisses à 11 paroisses. Maintenant, si on en revient vraiment aux festivités, de quelle façon est-ce que vous allez célébrer ces 100 ans du diocèse de Gaspé? Ben, dimanche, d'abord, dimanche à la cathédrale de Gaspé, nous allons faire une messe solennelle qui va lancer les fêtes pour l'année. Ça va durer 1 an, évidemment. Et donc, dimanche prochain, on lance cette fête-là. Il y aura des visiteurs le président de l'Assemblée des évêques du Québec va être ici avec nous, l'archevêque de Rimouski, puisque notre diocèse a été
pris du diocèse détaché du diocèse de Rimouski, l'évêque de Rimouski, donc, est l'archevêque, c'est-à-dire le métropolitain, et l'évêque de Bécomo va être aussi avec nous. Nous sommes les trois évêques nous sommes les trois évêques de la, ben, je viens de le dire, là, le métropolitain de l'Église métropolitaine. Donc, il y aura donc le président de l'Assemblée des évêques du Québec, qui est l'évêque de Saint-Hyacinthe, va aussi être présent pour représenter tous les évêques du Québec au début de cette fête-là. Dimanche, il y aura donc aussi des intervenants au niveau amérindien. On va faire une attention spéciale aux communautés amérindiennes qui vont intervenir aussi dans la célébration. Et le thème, c'est, je ne l'ai pas devant les yeux, là, puis on dirait qu'en parlant, il ne veut pas me revenir. Vous voulez dire le toujours thème? En route, jamais déraciné. Toujours en route, jamais déraciné. Et on part de la croix comme signe d'enracinement. C'est la croix du Christ qui est l'enracinement dans la foi des communautés chrétiennes. Donc, et on demeure en route, mais à cause de la foi. C'est la foi du Christ qui nous rassemble, qui nous conduit, qui nous guide. Et donc, toujours en route, jamais déraciné. Ça va être le thème qui va nous guider tout au long de l'année. Maintenant, si on en revient vraiment aux festivités, ou de quelle façon est-ce que vous allez célébrer ces 100 ans du diocèse de Gaspé? Ben, dimanche, d'abord, on va dimanche à la cathédrale de Gaspé, nous allons faire une messe solennelle qui va lancer les fêtes pour l'année. Ça va durer 1 an, évidemment. Et donc, dimanche prochain, on lance cette fête-là. Il y aura des visiteurs le président de l'Assemblée des évêques du Québec va être ici avec nous, l'archevêque de Rimouski, puisque notre diocèse a été pris du diocèse détaché du diocèse de Rimouski, l'évêque de Rimouski, donc, est l'archevêque, c'est-à-dire le métropolitain, et l'évêque de Bécomo va être aussi avec nous. Nous sommes les trois évêques nous sommes les trois évêques de la, ben, je viens de le dire, là, le métropolitain de l'Église métropolitaine. Donc, il y aura donc le président de l'Assemblée des évêques du Québec, qui est l'évêque de Saint-Hyacinthe, va aussi être présent pour représenter tous les évêques du Québec au début de cette fête-là. Dimanche, il y aura donc aussi des intervenants au niveau amérindien. On va faire une attention spéciale aux communautés amérindiennes qui vont intervenir aussi dans la célébration. Et le thème, c'est, je ne l'ai pas devant les yeux, là, puis on dirait qu'en parlant, il ne veut pas me revenir. Vous voulez dire le toujours thème? En route, jamais déraciné. Toujours en route, jamais déraciné. Et on part de la croix comme signe d'enracinement. C'est la croix du Christ qui est l'enracinement dans la foi des communautés chrétiennes. Donc, et on demeure en route, mais à cause de la foi. C'est la foi du Christ qui nous rassemble, qui nous conduit, qui nous guide. Et donc, toujours en route, jamais déraciné. Ça va être le thème qui va nous guider tout au long de l'année. Et M. Richard Vidal, qui est un compositeur, nous a fait un très beau chant liturgique, Croix d'amour, ça s'appelle. Et donc, il va être interprété un peu partout dimanche, à partir de dimanche, dans les diverses communautés, paroisses. Et ici, à la cathédrale, bien sûr, la chorale va l'exécuter avec beaucoup de dynamisme. Donc, on entre dans une dynamique de foi et de joie aussi. Et on veut que par là, ça nous donne du renouveau, que ce soit une source de renouveau pour nous, pour aller plus loin comme communauté chrétienne. Mais dans un contexte qui n'est pas, vous savez aussi, comme moi, qui n'est pas facile. Hein? Le contexte québécois n'est pas facile. Bon, on est dans un monde de laïcité, si on peut dire, mais en même temps, nous, comme chrétiens, on doit pouvoir évoluer à l'intérieur de ça. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour les 100 prochaines années? Les 100 prochaines années pour le diocèse de Gaspé. J'espère que, d'abord, on est en train de changer le visage. Le visage de l'Église va changer. On peut plus. Je ne crois pas qu'on va garder la même configuration. Oui, au niveau du territoire, oui, mais la configuration actuelle des paroisses, ça, c'est appelé à changer beaucoup.
je pense que ça va changer. Alors, mais on est dans un contexte de foi et on sait que c'est pas, les perspectives ne sont pas toujours simples à voir ni à prévoir, mais en même temps, on a cette espérance pour l'avenir qui va s'élaborer au fur et à mesure. On travaille fort ici, au niveau de l'évêché, avec les prêtres aussi, à chercher des pistes nouvelles pour faire vivre l'Église ici. Hein? Puis comment rejoindre les plus jeunes aussi dans nos communautés. On travaille ça aussi beaucoup. Alors, on espère arriver à quelque chose. On a de l'espérance. On n'est pas en train de dire qu'on va mourir. On est en train de dire qu'on va vivre, mais différemment. Toi d'amour planté sur nos terres, guide nos pas vers toi. Croix d'espoir au cœur de nos prières, sois le rocher de notre foi. Au mois de septembre, la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé a eu l'occasion d'accueillir des membres de l'Orchestre symphonique de Longueuil pour un concert qui a été donné à l'église de la municipalité et retransmis dans 5 autres lieux de la MRC du Rocher-Percé. Suite à son passage, Marc Bert avait discuté avec Alexandre Dacosta, chef soliste de l'Orchestre symphonique de Longueuil. Mon nom, c'est Alexandre Dacosta. Je suis le directeur artistique du Festival Stradivaria et aussi le directeur artistique et chef de l'Orchestre symphonique de Longueuil. À la base, je suis un violoniste, bien sûr, et parmi les types de violonistes, si on peut dire, je suis un soliste principalement. Donc, ça veut dire que pendant 20 ans, j'ai parcouru le monde pour faire des concerts comme soliste invité. Donc, jouer des concertos de Beethoven, Bruch, Tchaïkovski, un petit peu partout avec des orchestres assez réputés à Vienne, à Berlin, à Madrid. Donc, voilà, ça a été... j'ai fait 2000 concerts de cette manière-là dans à peu près une trentaine de pays sur 4 continents. Donc, j'étais très actif internationalement. Et puis donc, maintenant, je suis chef de l'Orchestre symphonique de Longueuil. Je continue à faire des concerts en tant que soliste ici et à l'étranger. Mais une particularité de mon désir artistique, disons, de diriger, c'est de le faire souvent avec mon violon. Donc, c'était une manière de diriger qui aujourd'hui est moins populaire, si on peut dire, mais elle était en vogue pendant de très longues décennies et même des siècles. La plupart des symphonies de Beethoven, d'ailleurs, ont été dirigées de cette manière-là, et même après Beethoven. La famille Strauss, par exemple, toutes les valses de Strauss qu'on connaît, ça s'est toujours dirigé avec un chef soliste, donc de la même manière que je dirige. Et donc, cette manière de voir la musique et puis la direction d'orchestre, puis la musique symphonique, c'est assez particulier. Puis c'est ce que je mets de l'avant et c'est ce que je propose. Donc, la plupart de mes concerts sont faits comme ça. Mais je continue à pouvoir faire des concerts avec la baguette traditionnelle du chef d'orchestre. Mais disons que c'est 2 manières totalement différentes, mais qui me plaisent autant. C'est ça, puis j'essaie de me mettre un peu dans la peau des musiciens que tu diriges. Est-ce que c'est une communication différente? Parce qu'effectivement, tu n'es pas tout seul avec une baguette, mais tu en joues en même temps. Ce sont une question de code, du langage du corps. Comment ça fonctionne, cette direction? Oui, absolument, mais c'est parce que de la musique, c'est de la musique. Hein. On peut la diriger avec une baguette ou avec un violon, c'est un peu la même chose. C'est toute une question de respiration, puis d'être en symbiose, les musiciens de l'orchestre. D'ailleurs, mon travail, c'est 5% du résultat parce que les musiciens sont tous très professionnels. Les musiciens ressentent ou voient la musique de la même manière, avec la même expertise que moi. Donc, quand on met plusieurs musiciens ensemble puis qu'on commence tous à respirer de la même manière et à jouer de la musique, ben c'est rapide.
la musique s'embrique facilement. Et donc, c'est pas ma direction qui fait une différence, mais bien l'expertise des musiciens autour de moi qui fait en sorte que c'est très faisable et très beau aussi. Parce que ce que je veux dire aussi, c'est qu'au Québec, on a vraiment des musiciens fabuleux, très, très bien formés. Et puis, tous les membres de mon orchestre, l'Orchestre symphonique de Longueuil, sont issus du conservatoire, des universités. Alors, on a cette... disons que c'est en nous. J'ai pas besoin d'expliquer beaucoup de choses. C'est tout de suite ressenti et compris. Et c'est ça qui fait des beaux concerts comme ça. Et est-ce que dans ta carrière, tu en es venu à aussi porter le chapeau de compositeur? Ça, beaucoup, beaucoup moins. Je commence à peine à avoir le goût de créer des œuvres nouvelles. Mais c'est quelque chose qui n'était pas sous mon radar. Parce que moi, j'étais quelqu'un, en anglais, on dirait performer, quelqu'un qui vraiment exécute. Donc, j'étais comme un athlète, finalement. J'ai une partition, je dois la travailler, la pratiquer pour qu'elle soit parfaite et donnée en concert jour après jour avec ce niveau de perfection. Puis j'étais très dur envers moi-même aussi. S'il y avait une petite note de travers un soir, c'était le retour à la pratique absolue le lendemain pour tenter de vraiment d'avoir cette perfection. Mais aujourd'hui, disons que c'est différent. La perspective, elle est autre. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être plus quelqu'un qui transmet des émotions ou qui traduit des émotions d'un compositeur qui est plus vivant, mais qui a laissé sur papier des indices. Moi, je traduis ces indices-là en émotions, puis je les partage avec le public. Donc, bien sûr, tout ce côté créatif est beaucoup plus présent. Donc, j'ai le goût de m'asseoir et puis d'écrire quelque chose qui me ressemble. Donc, c'est mes premiers pas dans la composition, en fait. Si on parle justement de transmission d'émotions, là dernièrement vous êtes allé un peu transmettre ces émotions-là en Gaspésie il n'y a pas très longtemps. C'était quoi? Vous avez fait une tournée un petit peu de la région au complet, puis j'ai vu même dans certaines vidéos que vous êtes passé dans des foyers de personnes âgées, tout ça. Comment ça s'est passé cette expérience? Non, c'était magnifique. Vraiment, on a été choyés. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été très gentiment invités pour faire un concert qui avait comme présentation, c'était les 4 saisons de Vivaldi et les 4 saisons de Piazzolla. Donc, on a fait ce concert en Gaspésie, mais dans une église de Sainte-Thérèse, je pense. Et ce concert-là a été capté et diffusé dans 4 autres églises et lieux de Chandler à Gaspé avec des gens qui étaient là en live. Donc, c'était pas une rediffusion, c'était vraiment le concert se passait à un endroit, mais il était diffusé en simultané dans 4 autres lieux. Et puis, le lendemain, les musiciens et moi, on était environ une demi-douzaine à participer à ce concert, 5 musiciens de l'Orchestre symphonique de Longueuil et moi-même. Et bien, on s'est déplacés, on a été dans un CHSLD pour donner un concert parce que c'est ce qu'on a fait pendant 1 an et demi, pendant toute cette pandémie. On a donné 110 concerts vraiment partout au Québec, là, de Gatineau donc jusqu'à la Gaspésie. On a vraiment vécu un moment très privilégié parce qu'on a donné un service essentiel. La musique, c'est devenu un vaccin spirituel. Donc, on l'a fait aussi lors de notre petite tournée de la Gaspésie. Et puis, ça a été un moment vraiment fabuleux. Les gens de la Gaspésie sont tellement accueillants, sont tellement gentils et chaleureux. C'était vraiment super. Et justement, avec ce projet-là des balcons symphoniques, on a vu une petite vidéo tournée là, sur les réseaux sociaux où on te voit jouer avec ton équipe aussi et un peu dans différents endroits, à côté du Rocher Percé, tout ça. Ça vient de quoi cette idée? L'idée, c'est qu'on a fait des capsules un petit peu partout dans le Québec pour montrer, bien sûr, la beauté du Québec, mais aussi pour
pour se transporter puis pour montrer aussi aux gens ce qu'on a fait comme travail un peu partout. Donc, de faire une capsule en Gaspésie, c'était bien sûr très important. C'est tellement beau. Et puis, on avait un endroit, on avait une journée de fou. Là. C'était le ciel bleu. Je pense que ça devait être la dernière journée d'été avant l'automne. Donc, c'était vraiment un très beau moment. Et puis, les paysages sont à couper le souffle chez vous. Donc, on a voulu en tirer profit. Puis là, pour terminer, juste pour en savoir un petit peu plus sur ta façon de travailler, on parlait tout à l'heure un peu composition versus interprétation. Est-ce que tu fais beaucoup? Est-ce que quand tu interprètes ou que tu travailles avec un orchestre, tu en viens quand même à mettre ta touche personnelle dans une interprétation? Bien sûr, toujours. Je pense que c'est ça qui pousse les gens à revenir au concert, c'est que finalement, il y a une signature, il y a une manière de faire les choses. Chacun a sa langue, tu sais. Puis ma vision de la musique de Beethoven est très différente de celle d'un de mes collègues. Moi, en fait, ce que j'aime faire, c'est j'aime pas recréer la musique telle qu'elle était jouée il y a 100 ou 200 ans, parce que je me dis, on pourra jamais savoir. Il n'y avait pas d'enregistrement dans ce temps-là. On a des écrits, on sait plus ou moins. On peut recréer les instruments de ce temps-là, mais on n'est pas certain. Donc, tant qu'à faire, je préfère prendre les outils qu'on a aujourd'hui, puis aller avec une version qui est beaucoup plus libre. Et puis, je me dis, c'est un peu de la science-fiction. C'est comme si Beethoven avait voyagé dans le temps, puis il avait aujourd'hui accès à cette manière de jouer les instruments qu'on a aujourd'hui. Et puis, on fait une lecture, disons, très moderne de la musique des grands classiques. Et puis, ça donne, moi, je trouve que ça donne des super résultats. Tu sais, c'est là qu'on se rend compte que la musique rock, la musique heavy metal, ça vient de ces gens-là. C'est Vivaldi, c'est Mozart, c'est Beethoven qui ont parti cette mouvance-là. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas accès à la batterie, l'amplification, l'électronique, tout ça, ça n'existait pas. Mais la base était là. Ça existait dans leur tête. Qu'est-ce qui t'occupe en ce moment? Est-ce que tu as des concerts à venir? Oui, j'ai beaucoup de concerts. On a des concerts de Noël. Donc, j'ai un concert ce dimanche qui est notre dernier concert de saison, disons, régulière, parce que après, c'est les concerts de Noël qui commencent. On a le 3 décembre avec Bruno Pelletier, le 4 décembre avec Christian-Marc Gendron, Manon Séguin, Geneviève Leclerc, Giorgia Fumanti et mon fils à la Maison symphonique de Montréal. Après, on a le 10 décembre avec Bruno Pelletier de nouveau à Longueuil, le 11 décembre à Beauharnois avec Kim Richardson, et la même chose le 12 décembre à Mont-Tremblant avec Kim Richardson. Puis après, j'ai d'autres concerts à la fin du mois là, pour célébrer Noël. Donc, c'est très, très occupé cette période de l'année. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Donc, te souhaite bonne continuation dans la musique. Là, ce que j'entends, c'est que tu transmets ça aussi à la future génération. Absolument, il faut. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Reflet d'ici, rétrospective 2021 est une présentation de la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. C'était la dernière partie du Reflet d'ici, rétrospective 2021. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Au nom de toute l'équipe de TVCGR, la direction, les techniciens et les journalistes, je vous souhaite une bonne année 2022.